Bonjour, c'est bon, Julien? Donc bonjour à tous, bonjour à nos amis en présentiel et bonjour à donc tous ceux qui sont connectés en ligne. Le rendez-vous du 50 de ce jour, c'est de vous parler du best-of au niveau de la commission résolution des litiges. On va essayer d'en fait de vous mettre surtout en garde sur ce à quoi il faut faire attention pour justement ne pas rejoindre la commission résolution des litiges. Je vais vous présenter les intervenants. Donc voilà, donc Virginie, juste, tu vois, tu peux revenir sur Virginie Roitman, donc qui devait être là, mais qui pour l'instant a un empêchement parce qu'elle avait un rendez-vous qui lui-même est en retard, etc. Je pense qu'elle va nous rejoindre à la fin, voilà, si elle peut, parce que on va dire, elle aime bien intervenir sur les commissions régaliennes, parce qu'en fait, franchement, je pense que le cœur du rôle de l'ordre des experts comptables, c'est quand même de toute façon l'aspect régalien. Voilà. Donc, je me présente, Michel Bodanovic, je suis président de la commission résolution des litiges. Je suis assisté aujourd'hui de Jean-Marie Tumrel, qui est un confrère et ami, soi-disant. Bon, enfin, voilà, ça, je dis ça comme ça pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, bonjour à tous. un confrère, ouais, voilà. Alors, Je dis bonjour, j'ai le droit de dire bonjour quand dire même. bonjour, mais je ne m'ai pas donné la parole. Il dit bonjour, je n'ai pas donné la parole. C'est incroyable. Voilà, donc Ivana, qui est une de nos juristes, et Sophia, qui est une deuxième de nos juristes. Voilà, donc on est bien entouré aujourd'hui. Donc voilà, donc on va essayer de faire au mieux pour vous renseigner et surtout voilà, que ce soit pratico-pratique par rapport à ce à quoi vous devez faire attention dans le cadre des litiges que vous pourriez avoir avec bien sûr, principalement des clients. Donc, on vous a mis le sommaire. Ce sera donc d'abord présentation de la commission résolution des litiges, ensuite quelques rappels juridiques qui nous semblent importants, le best-of des différents types de litiges qu'on peut avoir, à la fois dans la commission respect des devoirs professionnels et ensuite dans la commission conciliation et arbitrage. L'avantage de faire ça, c'est du coup de vous expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu de vous expliquer de comment est organisée la commission résolution des litiges. En réalité, la commission résolution des litiges, c'est un grand chapeau. Et en dessous de ce chapeau, on a deux, on va dire, principales sous-commissions. La commission, la commission respect des devoirs professionnels, qui gère tous les aspects déontologiques, et la commission conciliation et arbitrage qui, elle, gère les problèmes, donc, comme son nom l'indique, de conciliation et d'arbitrage. Conciliation, on vous rappelle que quand vous avez un litige avec un client en tant qu'expert comptable, vous devez, c'est en général prévu dans vos lettres de mission, dans les exemples de lettres de mission qui sont proposées par l'ordre. Donc, vous devez proposer en cas de litige avec un client, vous devez proposer la conciliation à minima. Et l'arbitrage, c'est plus, et c'est pour ça que je suis content que Jean-Marie soit là, puisque c'est un de nos arbitres émérites. Émérite, ça se dit ça, non? Oui, absolument. Et je peux dire docteur en droit, et ce qui est aussi rare dans notre profession. Donc, arbitre émérite, docteur en droit, et qui reviendra plus précisément sur les problèmes d'arbitrage et ce qu'il faut éviter justement pour éviter de se retrouver en arbitrage. Voilà. Je suis assisté donc dans cette commission par 4 vice-présidents, et les vice-présidents ont un rôle important puisque à la fois en fait donc il y a Laurent Arroas, donc Jean-Marie, Olivier et j'ai vu ce matin Isabelle. Donc, les vice-présidents ont un rôle très important parce qu'en fait ils président la commission respect des devoirs professionnels et aussi dans une autre procédure qu'on va voir ensuite dans des slides suivants, qui est ce qu'on appelle la procédure d'urgence. Encore un mois de parler, bon, je continue alors. En fait, voilà, on a essayé de structurer ça et vous voyez, c'est un peu comme en informatique en fait. Comment ça se passe quand quelqu'un a un litige. Alors, on vous rappelle aussi, même si tout ce que je vous dis là reviendra aussi tout au long des slides, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans à peu près 90% des cas, c'est les clients qui nous saisissent de litiges. On a donc à peu près 10% des cas où c'est les experts comptables. Et donc,
dans 90% des cas, c'est les clients qui nous saisissent de litiges. Et du coup, en fait, depuis quelques années, on a fait une réforme. On a en fait chaque fois qu'il y a un litige, chaque fois que l'ordre est saisi d'un litige, peu importe le litige, que ce soit d'honoraires ou autre, chaque fois que l'ordre est saisi d'un litige, on a mis en place des frais de dossier. Donc au début, c'était un peu plus que ça. Là, on a baissé les frais de dossier depuis quelques années. On avait baissé au moment du Covid et on a continué, on a maintenu en fait ce tarif. Donc, donc, sachez que quand quelqu'un saisit l'ordre, donc je dis dans 90% des cas, c'est un client. Donc, quand un client saisit l'ordre, il paye 240 de frais de dossier. Ensuite, que son problème soit résolu, pas résolu, qu'il soit en respect des devoirs professionnels, etc., c'est le même tarif. Donc, ça veut dire que si vous réfléchissez, dans 90% des cas, un expert comptable ne paye rien. C'était une volonté au niveau de la présidence précédente. Donc, un expert comptable, ça ne lui coûte rien au niveau de l'ordre. On va dire, on estime que vous payez ça déjà dans vos cotisations, donc ça ne vous coûte rien au niveau de l'ordre. Sauf si c'est vous, évidemment, qui saisissez la commission, qui saisissez l'ordre pour un litige, mais donc voilà. Donc ça ne vous coûte rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment on saisit l'ordre par rapport à un litige? En fait, on a mis en place aussi, il y a quelques années, on a mis en place un formulaire. Vous allez saisir on va dire, le secteur résolution des litiges. Donc, vous allez remplir un formulaire. Dans ce formulaire, vous allez dire, ah, machin, ta. Donc, je redis, un client dit, ah ouais, mon expert comptable, il n'a pas fait cela, et puis il a fait des fautes, et puis il dit que je lui dois de l'argent, mais moi, je ne suis pas d'accord, et voilà. Donc, on va essayer dans ce formulaire déjà d'identifier le problème. Et quand on aura identifié le problème, en fait, ça nous permet à nous de ventiler entre différents cas possibles de litige. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a 3 grandes catégories de litiges au niveau des experts comptables. La première catégorie de litiges, c'est les problèmes, tout bêtement, de problèmes d'honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je sais pas, vous avez fait une superbe lettre de mission, évidemment, puisque la lettre de mission est obligatoire. Vous aviez fait une superbe lettre de mission et vous aviez dit, bah, il y aura un forfait, je sais pas, par exemple, pour 1000 écritures par an, j'ai fait un forfait de 200 € par mois. Ok, très bien. Ah ouais, mais en fait, c'était pas 1000 écritures par an que le client. Je me suis retrouvé avec 8000 écritures, donc, et je lui ai dit que c'était 8 fois plus. Hein. Au lieu de 1000, 8000, évidemment, au lieu de 200, je lui ai demandé 1600 € par mois. Bon, vous voyez, j'exagère volontairement. Ça, pour nous, c'est un litige d'honoraires. Ça dépend on va dire, de la sous-commission conciliation et arbitrage, donc principalement de la conciliation. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, on en parlera après, on a quand même très peu d'arbitrage, principalement le gros de nos litiges en conciliation. Donc voilà, donc ça c'est premier cas de litige possible, c'est les litiges honoraires, vous allez passer en conciliation ou arbitrage. Ça c'est la première grande catégorie. Deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on appelle la commission. Donc là, ça va être vraiment autant la conciliation ou arbitrage, vous allez être devant un conciliateur ou un arbitre, c'est des procédures qui sont confidentielles. Autant la commission respect des devoirs professionnels, là, vous allez passer devant une commission avec le président ou un des vice-présidents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, dans cette commission, en fait, vous allez être reçus, les deux parties vont être reçues en même temps, avec nos juristes et avec donc les membres de la commission qui siègent ce jour-là. Et là, en fait, dans cette commission, on ne traite que les problèmes de déontologie. Problème de déontologie, par exemple, un cas assez classique, c'est j'ai payé les honoraires, voilà, et puis l'expert comptable, il n'a pas donné mon bilan. Et on est le 15 juin, il devait me le donner au plus tard début mai, 15 mai, 18 mai pour le solde de l'IS, etc. J'ai toujours pas mon bilan. Qu'est-ce que je dois faire et pourquoi il ne fait pas et pourquoi il ne respecte pas son engagement, etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté respect des devoirs professionnels. Donc ensuite, on pourrait avoir une troisième catégorie de litige. La troisième grande catégorie, c'est il a mal fait son travail. Voilà, donc je remplis mon truc, oui, j'ai pris un nouvel expert comptable et mon nouvel expert comptable, c'est pas forcément très gentil, mais c'est une autre histoire. Mon nouvel expert comptable me dit, on va faire autrement, mon nouvel lit légal que j'ai pris me dit que le travail est mal fait.
ça, je me fâche avec personne. Donc, j'ai pris un illégal parce qu'il était moins cher. Et en plus, il me dit que l'expert comptable d'avant a mal fait son travail. Donc, je vais me plaindre à l'ordre. C'est, on va dire, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, c'est pas du ressort de l'ordre parce que c'est du ressort des assurances. Donc, depuis de très nombreuses années, on a décidé au niveau de l'ordre de ne pas traiter les problèmes de responsabilité civile. Pourquoi on ne traite pas les problèmes de responsabilité civile? Parce que pour être inscrit à l'ordre, il faut être assuré. Donc l'assurance, elle est obligatoire. Et donc, ces problèmes de responsabilité civile sont du domaine de l'assurance. Ce qu'on vous demande dans ce cas-là, c'est de saisir à titre conservatoire votre compagnie d'assurance. Mais l'ordre ne va pas intervenir sur ces litiges-là. On ne va pas envoyer un expert en disant « Ah oui, il a mis dans le compte 622.6, mais il aurait dû mettre dans le 622.7. » On ne va pas faire ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que cette troisième catégorie de litige, on ne la traite pas au niveau de l'ordre. Voilà, donc je crois que dans le slide que vous avez, on va réorienter le dossier, ça doit être en haut à droite, on va réorienter le dossier vers la compagnie d'assurance. Ensuite, on a mis en place aussi une nouvelle procédure qu'on a appelée la procédure dérogatoire parce qu'en fait, on essaye de raccourcir les délais. Tout à l'heure, on parlera des délais moyens, etc., au niveau des différents litiges. Mais on essaye de raccourcir les délais, mais parfois, le client nous saisit et il nous dit, Jean-Marie pourra vous donner des exemples parce qu'il fait pas mal de procédures dérogatoires, il nous dit « Ah ouais, mais moi, lundi prochain, j'ai un contrôle fiscal, l'inspecteur me demande le FEC, l'expert comptable me dit « Mais moi, je ne suis pas payé, je ne donne pas le FEC. » Voilà. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on a essayé de dire, bon, là, on est sur des cas d'urgence, il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Donc là, on n'est pas… Donc, c'est comme, c'est pour ça que je disais, c'est comme en informatique. Est-ce que le cas est très urgent ou pas très urgent? Dans le cas très urgent, on a considéré que les contrôles fiscaux, les contrôles URSSAF, par exemple, les contrôles sociaux sont des cas d'urgence. Donc, dans les cas d'urgence, on va essayer de demander au président ou à un des vice-présidents d'intervenir pour essayer de trouver une solution, on va dire, amiable et plutôt par téléphone. Vous voyez, cette procédure d'urgence, l'idée, c'est de résoudre des problèmes qui sont justement des cas d'urgence. Et en fait, si on n'arrive pas à résoudre le problème en cas d'urgence, c'est comme dans l'informatique, on revient, on va dire, est-ce que le problème est résolu ou pas résolu? Et s'il n'est pas résolu, on fait… donc, si le test est négatif, on vous renvoie vers les procédures classiques, c'est soit la commission respect des devoirs professionnels, soit la commission conciliation et arbitrage. Voilà. Donc, c'est assez clair dans notre tête. Nous, on essaye alors, pendant quelques années, en fait, l'organisation de l'ordre était différente, mais aujourd'hui, donc c'est assez clair. On a essayé que ce soit clair pour nous et donc forcément plus clair pour vous. Donc voilà comment est organisée la commission résolution des litiges. Qui c'est qui veut parler des chiffres? Peut-être avant de parler des chiffres, il faut dire que des litiges, on peut tous en avoir, des clients qui ne sont pas très contents de leur expert comptable, l'expert comptable qui n'est pas très content du client, ça, on en a eu. Au niveau des litiges, Michel vous a montré un petit peu le panel. Le panel, il est énorme. Ça peut être un litige d'honoraires, l'expert comptable n'est pas payé, il y a un moment donné, l'expert comptable dit « je ne suis pas payé », est-ce que j'arrête le travail? Est-ce que je donne le bilan? De l'autre côté, on a un client qui peut avoir besoin, alors qui peut contester effectivement aussi les honoraires. Souvent, Michel a dit tout à l'heure, l'élément essentiel pour nous, c'est la lettre de mission. Alors souvent, on a des experts comptables qui démarrent avec une lettre de mission et avec un montant d'honoraires qui est relativement bas. Alors, dans la lettre de mission, souvent on nous dit, bon, on réajustera et on fera un avenant si les montants de temps à passer sont supérieurs. Souvent, les montants sont supérieurs et on a vu que assez régulièrement, les experts comptables ne font pas ces lettres, ces avenants. Et c'est une erreur parce que la première chose que nous, on va regarder quand il y a un litige, on va regarder la lettre de mission. L'expert comptable va nous dire « ouais, mais il m'a dit qu'il y avait 100 factures, maintenant je suis à 500 ». On va lui dire « mais s'il y a 500 factures, très rapidement, faites un avenant en disant « attendez, on n'est plus du tout dans le démarrage ». On est d'accord, Jean-Marie. Donc, on va revenir parce qu'on a un beau slide sur la lettre de mission. Donc là, pour ceux qui regardent l'écran, donc on vous donne quelques chiffres déjà qui vous montrent que l'activité, elle commence à être un peu exponentielle. Alors, je ne sais pas si c'est lié,
sais pas si c'est parce qu'il ne fait pas beau dehors et que du coup, les gens, ils ont plus de litiges. Mais bon, donc on a une augmentation cette année du nombre de litiges. Peut-être pas aussi parce qu'on les traite plus vite, je ne sais pas. Des fois, c'est un peu le problème des autoroutes. Plus on met des routes larges et plus les gens roulent. Voilà, donc ça va être un peu pareil peut-être pour les litiges. Donc en gros, on vous a dit, donc on a aujourd'hui 65. Vous voyez, donc je lis vite fait, mais c'est juste pour info. Du 1er janvier au 31 mai, 65 dossiers en commission respect des devoirs professionnels, 107 dossiers ouverts en conciliation ou arbitrage, 13 dossiers en procédure dérogatoire. Donc, Jean-Marie, tu pourras revenir tout à l'heure sur la procédure dérogatoire. Et donc, 80 dossiers qu'on a rejetés pour des problèmes de responsabilité civile professionnelle et on a renvoyé les demandeurs vers leur compagnie d'assurance ou la Oui, compagnie. sachant que dans ces 80 dossiers, on donne l'information au client qui nous saisit. C'est quand même un dossier ouvert chez nous. Il y a quand même une réponse et on renvoie vers la RCP ou vers d'autres conseils régionaux qui seraient concernés par le dossier, par exemple. Sinon, on n'est pas compétent pour Je pense intervenir. qu'on donne la compagnie, non, en plus, non? On donne la compagnie d'assurance. Oui, on donne la compagnie Parce qu'en d'assurance. fait, l'ordre, vous vous rappelez que chaque année, 70% des confrères à peu près sont inscrits sur le contrat groupe, géré par Verspirène. Il y a aussi 30% des confrères qui sont chez AXA ou je ne sais pas où. Et donc l'ordre, ils ont l'obligation chaque année de donner leur attestation. Et donc, en fait, l'ordre, quand on a ce type de litige, on donne l'information. Donc, c'est pas pénalisant pour vous. C'est juste, on ne dit pas que vous êtes en faute, pas en faute, mais on donne l'information pour que le client puisse éventuellement saisir votre compagnie d'assurance, voilà, si lui, il estime que le travail est mal fait. Mais on sait aussi qu'on est dans une société où les gens se plaignent de plus en plus et n'hésitent pas de plus en plus à faire jouer la responsabilité des professionnels et notamment des experts comptables. Donc moi, je suis pas surpris qu'on ait une augmentation du nombre des litiges. Je pense que le travail, il n'est pas moins bien fait qu'avant, mais je pense qu'aujourd'hui, les clients n'hésitent pas à venir plus spontanément se plaindre. Et ça, il faut qu'en tant qu'expert comptable, on l'intègre dans notre logiciel pour justement prendre peut-être plus de précautions. Donc, on vous a mis les graphiques qui sont intéressants, mais c'est pas en soi. Donc, il y a eu un travail de fait par rapport à vous montrer en fait qu'on a une grosse augmentation. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'avant, juste pour la petite histoire, parce que ça a aussi une incidence sur les statistiques, avant, quand les gens allaient en respect des devoirs professionnels, ils ne payaient pas. Quand ils allaient en résolution des litiges, ils payaient. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être la nature humaine, mais du coup, comme par hasard, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah non, non, mais moi, mon problème, c'est qu'un problème de déontologie. Donc, ils allaient en respect des devoirs professionnels qui étaient gratuits et qui souvent, du coup, se trouvaient à intervenir pour des problèmes d'honoraires. Voilà, donc, ce n'était pas le top. Donc, maintenant, comme tout le monde paye, bah, comme par hasard, on s'aperçoit que ça marche. Ça a augmenté le nombre de dossiers on va dire, le nombre de dossiers en respect des devoirs professionnels est globalement à peu près stable. Bon, il a augmenté, mais ça reste quand même globalement stable. Et donc, ce qui a réellement explosé, c'est les dossiers en conciliation et arbitrage. Donc, on en vient aux objectifs du jour. Donc, on va vous faire quelques rappels juridiques et déontologiques. On va également identifier les litiges qui reviennent le plus souvent au sein de nos procédures. On va également vous donner quelques recommandations de l'ordre sur le comportement à adopter en cas de litige. Et enfin, on va vous faire un petit peu participer en vous mettant quelques petites questions mises en situation pour que vous puissiez également participer. Donc, on commence. Un rappel de la déontologie, je vous rassure, ça ne fait pas de mal à personne. Bon, ce matin, j'étais avec les stagiaires. Les stagiaires troisième année, voilà, eux, ils en ont besoin pour les examens. Mais on va dire, Jean-Marie, je pense que même les vieux experts comptables comme nous, ça ne nous fait jamais de mal des petits rappels déontologiques. Donc, merci Sophia. Pas de souci, on va essayer de rendre ça fun. Donc, on commence par la lettre de mission. Donc, comme vous savez, en tant qu'expert comptable, l'une de vos principales obligations, c'est de formaliser vos missions
par une lettre de mission. Donc, vous savez qu'elle est indispensable et obligatoire. Donc, on va plutôt s'intéresser sur la partie de droite et voir les différents intérêts à formaliser cette lettre de mission. Notamment, ça va être le fait de fixer un cadre juridique avec les obligations communes des parties. Donc, en cas de désaccord ou de litige au sein du service, la lettre de mission va constituer vraiment un élément essentiel et c'est d'ailleurs ce qu'on demande en priorité lorsqu'on ouvre un dossier. Premier document que l'on va demander, c'est la lettre de mission. Donc, elle va être indispensable en cas de mise en cause de votre RCP, donc responsabilité civile professionnelle, pour voir ce qui était prévu ou non et voir les contours de votre mission, donc la nature de votre mission, sa périodicité, pardon, le montant des honoraires, etc. Et puis, ça va constituer également un élément de preuve de votre devoir de conseil. Vous êtes dans l'obligation d'éclairer le client au maximum par la nature de vos services, les objectifs qui sont attendus par vos missions et l'importance aussi de mettre les limites en fait, de votre prestation pour sécuriser l'expert comptable. Donc, la lettre de mission va également prévoir les modalités de résiliation. Ça évitera tous les malentendus et interprétations erronées par le client. Donc, d'un côté pratico-pratique, hein, parce que donc Sophia, c'est notre juriste, une juriste émérite, voilà, mais nous, on sait que voilà, vous avez tous les mains dans le cambouis. En fait, il faut vraiment que vous rendiez compte que voilà, c'est la lettre de mission, c'est pas juste pour vous embêter, c'est le contrat. Mon ami le docteur en droit pourra vous rappeler ça. Voilà, c'est le contrat. C'est-à-dire que Alors, nous, on essaye au niveau de l'ordre. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup. Il y a quelques cas. Je vais prendre un exemple. Parce qu'on pense souvent à la lettre de mission sur la mission, on va dire, récurrente. Ah, vous avez pris une mission de tenue de la comptabilité. 70% des experts comptables font des missions de tenue de comptabilité. Ben là, ils pensent à faire une lettre de mission. C'est pas si mal, donc on ne va pas se plaindre. Quelques cas quand même où finalement, parce que c'était un copain, machin, et puis on n'a pas eu le temps, etc. Alors on essaye. Vous savez bien que le droit français est quand même un droit écrit. Mais bon, on essaye quand on est conciliateur ou arbitre, on essaye de tenir compte du fait que, ah oui, il y a eu un accord tacite, il y a eu un échange de mails, il y a eu des factures, et des factures qui ont été payées. Donc, on va essayer de tenir compte de ça. Mais si vraiment vous voulez éviter les problèmes, faites une lettre de mission. Donc ça, sur la mission récurrente, je dis dans beaucoup de cas, on a des lettres de mission. Le problème qu'on va avoir sur la mission récurrente, ça va être plus la mise à jour de la lettre de mission. Pour les vieux experts comptables comme moi et Jean-Marie, moi j'ai quelques clients, mes premiers clients qui sont encore au cabinet. Mes premiers clients ils datent de 1989. C'est vrai que si je sors la lettre de mission de 1989, ça ne nous rajeunit pas. Je sais pas, il y a peut-être des gens dans la salle qui n'étaient même pas nés. Donc si on sort la lettre de mission de 1989 et qu'on ne l'a pas modifiée… Tu es toujours en francs. Déjà, je suis en francs. Et puis peut-être que les taux sont peut-être pas exactement ceux que j'applique aujourd'hui, etc. Donc, vous voyez, ça craint un petit peu quand même. Donc, quand on vous dit de faire des avenants, c'est pas pour vous embêter. Alors, je sais qu'il y a des cabinets qui font des avenants tous les ans. Alors, on ne vous demande peut-être pas de faire des avenants tous les ans, même si ils ont raison, hein, au niveau du fond. Voilà. En fait, en réalité, chaque fois que la mission change, on devrait faire des avenants. Voilà. Maintenant, si vous avez une lettre de mission qui est assez, entre guillemets, intelligente pour couvrir un peu tous les cas, voilà. Donc, mais bon, donc je parlais de la mission récurrente et de la mise à jour des lettres de mission par avenant sur la mission récurrente. Les litiges qu'on a, en fait, ils sont aussi d'un autre ordre. C'est quoi? Vous étiez dans votre voiture, vous êtes sympa, vous avez filé votre portable, et en plus, vous avez la main libre, heureusement, sinon Mais bon, bien sûr, vous vous arrêtez, parce que vous êtes des gens sérieux, vous arrêtez pour répondre au téléphone. Le client vous appelle en urgence, on est le lundi, il voit son banquier le vendredi, hein, tout bête, et il le voit il a besoin d'un crédit absolument, machin, et ils lui font un prévisionnel. Et vous êtes sympa, vous êtes des experts comptables consciencieux, réactifs, etc. Vous lui dites, bah, pas de problème, je te fais ton prévisionnel, tu l'auras jeudi. Vous mobilisez, etc. Tout le monde se casse la tête à faire le truc. Ah, il est content, le client, il a son prévisionnel le vendredi. Et puis le lundi, parce que vous êtes des experts comptables efficaces, vous envoyez la facture. Ah bah là, il est plus content, le client.
bizarre, hein, je ne sais pas pourquoi, mais il est plus content. Ah non, mais c'était. Ah non, mais ça, c'était en gros un service que tu allais me rendre, ou alors non, mais je ne pensais pas que ça allait coûter aussi cher, machin. Voilà. Et donc, vous avez une lettre de mission? Non, vous n'avez rien. Vous avez au moins un accord. Je sais pas, moi, vous avez le minimum qu'on vous demande dans ce cas-là. On se met à votre place. Le minimum, c'est ça devrait te coûter tant. Envoie-moi un mail ou un SMS comme quoi tu es d'accord. Ça va te coûter, ton prévisionnel va te coûter, j'en sais rien, les 1500 euros. Tu me renvoies le truc et on s'occupe de ça tout de suite. Vous voyez, pourtant, vous n'avez pas fait de lettre de mission. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de faire acter par écrit l'accord du client. Jean-Marie, tu es d'accord avec moi? Je fais toujours un peu le parallélisme avec un garagiste. Le garagiste, vous lui donnez votre voiture, il y a des choses à faire pour une vidange, un truc. Si le soir, vous rentrez, qu'il ne vous a pas appelé et qu'il vous dit « j'ai changé le moteur, il y en a pour 5 000 euros », vous allez lui dire « non, mais ça ne va pas ». Nous, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce qu'on connaît… Alors souvent, on connaît bien nos clients. C'est quasiment, ça devient des amis ou ça devient des gens. Mais donc, on se dit, bon, on a fait une lettre de mission, mais c'est très bien que j'ai travaillé plus pour lui. Et puis demain, le client y vend et vous avez un autre type qui est à la tête de la société. Et puis, vous avez une lettre de mission par rapport à la société. Et le nouveau type, il dit, ben, regardez, la lettre de mission, c'est ça. Pourquoi vous me facturez 3 ou 4 fois plus cher? Donc, il faut, même dans la lettre de mission, il faut qu'on soit des professionnels. Il faut qu'on soit au moins aussi professionnel que le garagiste qui vous passe un coup de fil avant de faire les travaux. Pourquoi nous, on ne pourrait pas passer un coup de fil et valider avec un mail ou un truc? C'est vraiment important et je pense qu'il faut prendre ce temps-là, il faut le dire et le redire et le répéter. Donc, c'est tellement important que c'est pour ça qu'on vous a fait un slide quand on a préparé ce rendez-vous du 50. C'est pour ça qu'on vous a fait un slide dès le début et spécifique à la lettre de mission. La lettre de mission, c'est fondamental. Même pour des missions, on va dire, même pour des missions non récurrentes, même pour des missions exceptionnelles, voilà. On compte sur vous. Comme ça, on aura moins de travail derrière. Et puis surtout, si vous vous trouvez devant les tribunaux, n'oubliez pas que vous êtes le professionnel et que le type en face sera toujours considéré, même s'il a une grosse société, il sera toujours considéré par rapport à vous comme un amateur. Donc les juges, le point important pour eux, c'est l'accord. S'il n'y a pas eu un accord écrit du client, vous allez avoir de grandes chances que le juge dise « Monsieur, vous n'avez pas prévenu votre client et donc tant pis pour votre pomme ». Donc, encore une fois, on insiste lourdement, mais c'est vraiment pour vous protéger, c'est important. Donc, on va enchaîner sur, on a bien vu et compris l'importance de la lettre de mission. On enchaîne maintenant sur l'acceptation de la lettre de mission. Vous le savez, l'expert comptable doit exercer son activité avec compétence, conscience professionnelle et probité. On va se concentrer encore une fois sur la partie droite de la slide et sur les motifs de refus qui sont possibles en tant qu'expert comptable. Donc, première raison, le fait qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires, s'il manque de temps, par exemple. Et surtout, s'il y a un conflit d'intérêt ou défaut d'indépendance, là, c'est même plus une possibilité, mais ça devient une obligation de refus. Et enfin, on va prendre le dernier exemple en fonction des relations entre le prospect et son ancien expert comptable. Donc, on va voir peut-être la partie qui pose le plus problème, ça va être la rupture de la lettre de mission. Donc là, on est sur une rupture à l'initiative de l'expert comptable. Donc, vous pouvez effectivement mettre un terme à la lettre de mission sous plusieurs conditions. Là, on en a cité 2, s'il y a des manquements contractuels et si vous êtes dans un cas de conflit d'intérêt ou d'indépendance. Donc, comme dit précédemment, dans le second cas, vous êtes dans l'obligation de rompre ou de refuser la mission qui vous est proposée pour éviter des cas où vous serez en manque d'objectivité ou de probité. Ensuite, sur les manquements contractuels, on en a parlé au début, dans la lettre de mission, il y a des obligations qui sont réciproques. Donc là, si vous avez un client qui n'envoie pas les documents à temps et donc il y a une absence certaine de coopération du client avec vous, ou si tout simplement il ne règle pas vos honoraires, vous êtes en droit donc de rompre la lettre de mission et ça rentre dans les motifs justes et raisonnables. Il y a quand même des modalités à effectuer
rupture soit effective, faire la notification par écrit. Donc, on vous conseille de le faire par lettre recommandée, étant donné que le délai court à la date de réception du recommandé. Respecter un délai de préavis prévu dans la lettre de mission, ou alors un délai raisonnable. Donc, je vous l'ai mis en bas à gauche, donc de 1 à 3 mois, en fonction de la mission que vous aviez. Transmettre bien évidemment tous les documents au client et puis clôturer les missions qui sont en cours. Donc, là, on va revenir sur le slide d'avant à l'initiative de l'expert comptable. C'est un élément important par rapport à... Nous, on sait que quand vous êtes en litige, quand les parties sont en litige, et j'ai envie de dire, c'est pareil si vous étiez en divorce, c'est pas... Dès qu'il y a des parties qui sont en litige, il y a souvent de l'affect. Comme l'a dit Jean-Marie, souvent il y a de l'affect entre l'expert comptable et son client. Ça fait longtemps qu'ils se connaissent, qu'ils travaillent ensemble. Et puis voilà. Mais dès qu'il y a un litige, en fait, on n'est plus dans le domaine du raisonnable. Alors, quand je dis on n'est plus dans le domaine du raisonnable, alors on ne va pas s'occuper des clients parce qu'on sait bien aussi, nous, au niveau de l'ordre ou au niveau des conciliations arbitrage, on sait bien que quand un client se plaint à l'ordre, l'expert comptable a tous les torts, hein, je vous rassure. C'est assez rare que les clients nous disent « mon expert comptable était formidable, mais je suis en litige avec lui ». Donc, on sait très bien que l'expert comptable a tous les torts et c'est pour ça qu'on fait des procédures contradictoires parce que comme ça, on veut entendre les deux parties. Mais surtout, par contre, on voit des fois des experts comptables qui, c'est là où je dis qu'il y a des fois de l'affect et de l'affect qui est un peu mal placé. Des fois, c'est de l'amour-propre aussi mal placé. On a des experts comptables qui disent « Ah bah oui, puisque ceci, puisque cela, puisque... Hop, j'arrête tout de suite. J'arrête la mission. » Bah oui, j'arrête la mission, démerde-toi. Hein. Les payes du mois, bah non, moi, les payes du mois, c'est bon, tu te les fais toi-même. Hein, bah oui, les charges sociales, débrouille-toi. La TVA, bah débrouille-toi. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez, on vous l'a mis dans le slide, vous devez prévoir un préavis. Et si demain vous vous retrouvez devant un juge, je vous assure que le juge, il regardera et ce n'est pas parce que vous aurez donné 3 jours au client que le juge, il estimera que vous êtes dans un délai raisonnable. Donc, les délais raisonnables, on vous l'a mis, c'est 1 à 3 mois. Très souvent, dans nos lettres de mission, on demande que les clients respectent des préavis, style 3 mois. C'est pareil au niveau du délai raisonnable pour arrêter l'émission. Les seuls cas où vous pourriez peut-être ne pas appliquer, c'est là, je ne sais pas, Sophia, si on a des cas de jurisprudence, mais c'est effectivement, si vous apercevez que le gars, j'en sais rien, moi, il fait du blanchiment ou qu'il fait du financement du terrorisme, peut-être que là, vous auriez peut-être quand même... là, c'est un peu compliqué peut-être de continuer à faire une mission, mais je parle de litiges relativement courants. Voilà, faites attention à respecter un délai raisonnable. Donc, rupture à l'initiative du client. Oui. Donc, au niveau des modalités, c'est à peu près la même chose. Simplement, le client doit régler les honoraires en cours. Donc, petit rappel juridique sur l'indemnité de rupture qui nous semble important. Vous avez la possibilité, via la lettre de mission, d'y insérer une clause dite pénale qui permet donc le paiement d'une indemnité de rupture si le client ne respecte pas le délai de préavis qui est indiqué dans la lettre de mission. Dans le cas où le client respecte ce préavis, bien évidemment, vous n'êtes pas en possibilité de demander cette indemnité de rupture et il devra simplement payer les honoraires pour les travaux déjà effectués. Une clause pénale qui ne figurerait pas dans votre lettre de mission, vous ne serez pas en possibilité de demander une indemnité. On rappelle quand même un principe qui est assez important lié à la rupture de la lettre de mission, c'est que il y a quand même un principe phare qui est la liberté contractuelle. Le client ne peut pas être obligé de rester lié au professionnel jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, on a eu le cas dernièrement où l'expert comptable, le client demandait une rupture sans avoir respecté le délai. Dans la lettre de mission, aucune indemnité, aucune clause pénale n'y figurait. Et l'expert comptable demandait au client soit de lui régler la totalité des honoraires pour l'année en cours, soit de rester engagé avec lui sur toute l'année. Et là, la position de la commission est assez claire. On rappelle donc le principe de liberté contractuelle. Et puis, on vous conseille très fortement, comme Michel l'a dit précédemment, de mettre à jour vos lettres de mission, notamment sur une potentielle partie non-respect du préavis et donc indemnité de rupture.
Alors, je ne sais pas, Michel, c'est après qu'on verra le droit de préemption. Oui, on verra tout ça après. Là, on on verra avait, après, on avait des d'accord. questions en ligne, mais on a perdu le fil, c'est On a bête. perdu la ligne. Alors, une des questions que j'ai cru, dans une des questions qu'on avait en ligne, c'était j'ai un client qui n'a pas payé depuis le 1er janvier 2023. Oui, parce qu'encore de 1er janvier 2024, mais alors là, apparemment, il y a quelqu'un qui n'a pas payé depuis le 1er janvier 2023. Est-ce que je peux, donc j'essaie de lire, hein, et n'a pas communiqué les pièces comptables malgré les relances, est-ce que je peux rompre la mission avec effet 1-1-23? Alors, Sophia. Bah, l'idée, c'est de ne pas porter préjudice au client. Donc, il y a quand même des étapes à respecter avant la rupture. D'accord, ça c'est pour les trucs, mais Ouais. l'idée, je pense qu'on peut dire aux confrères, c'est qu'il y a quand même des obligations contractuelles. On vous a embêté avec la lettre de mission. La lettre de mission, vous avez dit que c'était un contrat. Dans le contrat, il y a des obligations du client. L'obligation du client, c'est quand même la contrepartie de votre travail, c'est de payer les honoraires. Pour moi, le client qui ne paye pas les honoraires ne remplit pas ses obligations contractuelles. Puisqu'il ne remplit pas ses obligations contractuelles, vous avez bien entendu le droit de suspendre la mission. Bien Oui, entendu. l'idée, c'est de réagir directement via une lettre de mise en demeure ou bien nous saisir au bout d'un moment ou l'inviter à saisir s'il y a une autre problématique pour qu'on puisse régler ce problème d'honoraires. Et donc ensuite, la question du confrère, c'est de dire est-ce que malgré, donc là, j'ai bien entendu Sophia, il faut évidemment que je fasse une mise en demeure de payer les honoraires, etc. Mais si malgré tout ça, il ne paye pas, est-ce que je peux résilier la mission pour non-paiement des Oui, honoraires? effectivement, on le verra ensuite, mais ça rentre dans les motifs justes et raisonnables. Ensuite, on a une autre question qui était d'une consoeur, où trouver des exemples d'avenants, puisque tout à l'heure j'ai parlé d'avenants, je pense que alors là je prends un risque, mais alors que ce soit au niveau du conseil régional ou sinon au niveau du CNO, normalement dans les parties privées, vous devez trouver les exemples d'avenants et de l'aide de mission. Mais je prends un risque, hein, donc, bon, enfin, vous m'en voudrez pas. Et souvent, les avenants, où ce sont des missions exceptionnelles qui dépassent le cadre de la lettre de mission classique que l'on a fait, je sais pas, ça peut être un contrôle fiscal, ça peut être une mission d'audit d'acquisition et autres. Et dans ce cas-là, c'est une lettre de mission classique, ou c'est une augmentation des volumes. Et dans ce cas-là, c'est la lettre de mission classique. Simplement, on va dire que compte tenu des volumes, ce qu'on au départ est multiplié par 2 ou multiplié par 3. Encore une fois, c'est quelque chose de simple et ce qu'on veut, c'est avoir l'accord de la personne qui est en face. Si à un moment donné, la personne qui est en face dit « Ah ben non, ça me coûte trop cher », qu'on puisse dire Monsieur, trouvez une autre solution, prenez peut-être quelqu'un en interne, etc. Trouvez une autre solution, mais ne pas mettre le client devant le fait accompli. Il n'y a rien de plus désagréable. Alors, je vais rebondir aussi sur la rupture de la mission à l'initiative du client. Parce que je dis assez souvent, parce qu'on voit aussi des cas, en fait, on a des experts comptables, souvent ils ont trouvé des clauses formidables. Alors, je vais aller à l'excès, on pourrait avoir des experts comptables, par exemple, qui signent des lettres de mission pour 5 ans. Oui, tant qu'à faire, hein. Client, voilà, une fois que tu as signé chez moi, tu es engagé pour 5 ans. Est-ce que ça vous paraît bien, pas bien? Moi, je ne juge pas ça. Ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est super important. Je dis assez souvent, l'esclavage a été aboli. L'esclavage, voilà. Il se trouve que j'ai un bureau en Guadeloupe, donc pas normalement. Bon, mais je ne fais pas de politique, mais donc il se trouve que j'ai un bureau voilà, aux Antilles. Normalement, ils sont assez sensibles à ce problème-là. Il y a même une journée, un jour férié spécial aux Antilles sur l'abolition de l'esclavage. Et donc, c'est pareil pour les clients. J'essaye d'expliquer à nos confrères que l'esclavage des clients a été aboli aussi. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que le client est libre il est libre de résilier la mission quand il veut. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Alex? Qu'est-ce qu'il dit? Il a perdu la tête, le président de la commission? Non, je dis clairement, le client peut partir quand il veut. Il peut arrêter la mission quand il veut. Voilà. Simplement, évidemment, après, peut-être que dans votre lettre de mission, vous avez prévu un préavis. Peut-être que dans votre lettre de mission, vous avez prévu une indemnité de résiliation, etc. C'est d'autres choses. Mais à la base, arrêtez de penser que le client, il est obligé de rester chez vous pour 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, le client, il peut partir quand il veut. C'est super important parce que ça change des choses. Voilà. On enchaîne.
Et du coup, On enchaîne je avec vais passer la parole, elle attend ça depuis tout à l'heure, à J'aime beaucoup Ivana. parler. Merci Je ne sais Michel. pas si je vais te le passer d'ailleurs finalement. Vous voulez y aller? Donc, le droit de rétention, c'est super important parce que c'est aussi une grosse source de litige. Donc, Ivana, explique-nous. Oui, exactement. On souhaitait faire un point là-dessus parce que ça reste une des causes de saisine les plus récurrentes au service résolution des litiges. Donc voilà, c'est un peu scolaire, mais on voulait quand même vous rappeler les conditions de fond et de forme sur le droit de rétention. Donc sur le fond, il faut l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Donc ça fait un peu un parallèle avec la première notion qu'on abordait sur l'existence de la lettre de mission, pardon, puisque sans lettre de mission, on n'a pas de créance qui soit certaine. Il va falloir la prouver, ce qui peut être délicat. Sur la rétention de documents, il faut qu'elle incorpore un travail de la part de l'expert comptable. Autrement dit, on ne peut pas effectuer un droit de rétention globalisé sur le dossier client. Tout ce qui va être facture, relevé de compte de la société cliente, il faut le remettre directement au client qui le demande. Et enfin, troisième condition de fond, il faut un lien entre la nature des documents retenus et la mission réalisée par l'expert comptable. En pratico-pratique, si un client vous a réglé les honoraires sur le bilan 2022, mais pas sur 2023, là encore, vous ne pouvez pas globaliser votre rétention de documents sur 2022 et 2023. Il faut rendre tout ce qui correspond à 22 et conserver 23. Là, c'est souvent sur ces cas-là qu'on a des problématiques, nous, au service résolution des mais litiges. Ivana, moi, il m'a payé 22, 23, mais il ne m'a pas payé sur la SCI, donc je ne vais pas lui filer son bilan. Alors là encore, ça a distingué comme du social et du juridique et de la compta. C'est vraiment là où ça n'a pas été réglé qu'on fait une rétention uniquement. Oui, mais c'est d'autres sociétés en plus. Mais bon, c'est le même groupe. Hein. Non, du coup, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment par personnalité morale, donc par société. Il ne faut pas globaliser. Par exemple, un client qui a 10 sociétés clientes chez vous, s'il n'y en a qu'une seule avec laquelle il y a des honoraires en souffrance, seule cette société-là peut faire l'objet du droit de rétention. Et je vous assure que ça, on le voit très souvent. Hein. Très souvent, voilà, en conciliation comme ça, il y a 3 sociétés, mais le client en a payé 2. Vous ne pouvez pas faire du droit de rétention sur les 2 sociétés où il a payé. Il a payé. Vous avez fait le travail, ok, mais il a payé. Alors, oui, mais il me doit de l'argent sur l'autre société. Oui, mais il vous doit de l'argent, c'est une autre société. C'est un autre contrat. C'est une autre personne morale, etc. Donc, c'est un autre contrat. Donc, vous n'avez pas le droit de. Vous ne pouvez pas compenser. Jean-Marie, tu es d'accord ? Je suis d'accord, oui. Alors, moi, il y a un point qui m'intéresse fortement, parce qu'on le voit beaucoup dans nos commissions, surtout d'urgence, c'est l'expert comptable qui a un litige avec le client. Alors, ça peut être un litige d'honoraires, ça peut être un autre litige, et qui dit, bon, dans le cadre de mon droit de rétention, je ne vais pas lui donner le dernier bilan, mais l'expert comptable ne fait pas non plus la télédéclaration. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des clients qui reçoivent des courriers recommandés de leur centre des impôts en disant « on n'a pas eu notre bilan, on va vous mettre des pénalités, on va vous faire des taxations d'office ». Et l'expert comptable dit dans le cadre de mon droit de rétention, je n'ai pas envoyé le bilan à l'administration. Vous voyez, ce n'est pas vraiment du droit de rétention. Jean-Marie, c'est bien parce que du coup, c'est le slide d'après d'Ivana. Pardon. Ouais, voyez. Elle va nous faire. Merci de m'introduire, Jean-Marie. Si, Jean. J'en prie, tout le plaisir est pour moi. Simplement pour terminer, donc sur les conditions, au niveau du formalisme, il faut bien avoir épuisé au préalable les voies de conciliation possibles et informer le client par lettre recommandée ainsi que le président du CRO sur le formalisme. C'est important parce que juste la condition de forme, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup d'experts comptables qui font un droit de rétention sans respecter les conditions de forme. On est dans un monde où la forme prime. Vous allez au tribunal, vous n'avez pas respecté les conditions de forme. Même si vous avez raison sur le fond, vous pouvez vous faire jeter. Hein. Donc, c'est super important, les conditions de forme. Hein. Et on vous rappelle que vous devez informer. Il y a une question dans la salle, je vais vous prendre. Oui, bien sûr. Attendez, juste une question technique, Julien. Est-ce que les gens entendent ce qu'ils disent? Donc, je répéterai. Ah oui, bon, on va prendre un micro peut-être. Le client, son dossier 2023 a été traité et j'envoie la facture avant de lui envoyer sa liasse fiscale.
est-ce que j'ai le droit de retenir cette classe fiscale tant qu'il ne m'a pas payé? Bah, pour moi, oui. Non, mais oui, mais après, ton truc, tu es déclaré. En fait, le problème, c'est le problème du préjudice. Est-ce que vous avez le droit de faire un préjudice au client? Là, par exemple, j'ai envie de dire, il vous. Oui, oui, Je non. télétransmets, mais Bah voilà. silencieusement. Oui, mais on Il ne le sait pas. on a Je fais bien une compris. cachotterie. On a bien compris et on sent que vous avez de l'expérience, confrère. Et donc, moi, Bah, je suis assez d'accord avec vous. J'ai pas 30 ans. Ben oui, comme moi non plus, je vous rassure. Donc, même si ça ne se voit pas, hein, évidemment. C'est Mais ce bon, que j'attends qu'on me dise. voilà, bah oui. Bah donc, je vous dis, vous faites beaucoup plus jeune que moi. Mais donc, pour blague à part, en fait, oui, je pense que vous appliquez la bonne méthode parce qu'en plus de ça, pour l'instant, votre client, ce n'est pas un Il ne mauvais souffre payeur. pas. Non, puis Mais c'est pas il ne ça. peut pas présenter son dossier à une banque pour Non, mais emprunter. c'est pas un mauvais payeur. Il est pas vous n'êtes pas en litige Si avec. j'ai envoyé la facture, il ne l'a pas payée. Ah non, mais vous venez de l'envoyer, la facture, et vous n'êtes pas encore en litige. Vous ne savez pas s'il va vous payer, pas vous payer. Imaginons que vous l'envoyez la veille du délai de télétransmission. Je télétransmets. C'est ce que je veux vous dire. C'est que là, en fait, en faisant ça, vous ne lui créez pas de préjudice. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire un droit de rétention sur quelque chose sur lequel, pour l'instant, il n'est pas en retard. Et s'il ne paye jamais, j'exagère, est-ce que je peux retenir sa liasse fiscale? Pour moi, oui, mais Oui. c'est le principe du délai. On revient au truc d'avant, à condition 1 C'est très important. Hein. Oui, mais c'est très important, mais à condition 1 d'avoir fait toute la procédure sur le fond et la forme, et à condition de ne pas pas lui causer un préjudice, c'est ça qui est le plus compliqué, en fait. C'est un peu le problème qu'on a. Alors, il peut me dire, grâce à vous, je n'ai pas pu emprunter, tralala, tralalère. Mais bon, on est une profession, on a toujours très peur de ce qui pourrait arriver, etc. Bon, déjà, comme dirait, si les gens ils nous payaient, et j'ai envie de dire que quand même, son obligation à lui, c'est de vous payer. Et en plus, vous avez fait le travail, vous avez été. Ce serait une autre profession. Non, je disais que si on voulait, J'ai entendu un de mes confrères me le dire. si on voulait gagner plus d'argent, on exercerait une autre profession. Mais ça, c'est une autre histoire. Avocat, monsieur qui est docteur en droit, pour exercer la Mais oui, mais nous, on n'a jamais compris pourquoi. On n'a jamais compris pourquoi. On n'a jamais compris pourquoi il est avec nous. Pendant que j'y suis, puisqu'on était dans les questions, je vais essayer de répondre à deux questions. Ça nous fait faire un petit retour en arrière. Mais donc, peut-on mettre dans la lettre de mission une clause de suspension de mission, sinon paiement des honoraires? Bon, j'ai envie de dire oui, ça me paraît évident. Je pense que c'est même prévu dans les. Alors, on dit jamais modèle de l'ordre, mais on dit des exemples de l'ordre. Donc, je pense que c'est prévu dans les exemples de l'ordre. Ça, là, pour moi, il n'y a pas de souci. Et ensuite, une deuxième question. Jean-Marie, je te sens que tu étais prêt, tu étais dans les starting blocks. Mais puisque c'est contractuel, si le client s'engage par exemple pour 2 ans, le client peut-il rompre sans payer d'indemnité? Ça, c'est un autre problème. Je vous ai dit tout à l'heure, il s'est engagé pour 2 ans. Donc, OK, il s'est engagé vis-à-vis de vous. Je vais vous donner l'exemple. Alors, on est dans le pratico-pratique. Je fais un jour une conciliation avec un confrère. Le confrère me dit, j'ai appliqué la clause, le client n'a pas, mais c'est tout bête, hein, le client n'a pas résilié dans les délais, etc. J'ai appliqué la clause. Je dis, OK, pas de problème, confrère. Il se trouve que je connaissais le confrère, mais ça, je ne dis pas forcément. Je lui dis, bah, écoutez, confrère, donnez-moi la lettre de mission. Je prends la lettre de mission, je regarde. Je dis, écoutez, confrère, je suis embêté, mais dans votre lettre de mission, il n'y a pas de clause pénale. Il n'y a pas de clause pénale. Ah oui, mais c'est dans les usages de la profession, machin. Mais non, 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 non. Alors là, c'est un super important. Les usages de la profession ne s'appliquent pas au client. Le client, il n'est pas dans la profession. Donc, si vous dites je fais référence aux usages de la profession, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez qu'il y ait une clause pénale qui s'applique, il faut la mettre dans vos lettres de mission. Pas de clause, pas d'écrit, comme dit Jean-Marie, va te laver les pieds. Oui, C'est ça en droit. C'est pas très juridique, mais on peut le dire. Je crois que c'était dans la loi. Ce qu'on veut dire, faut vraiment formaliser. Effectivement, vous mettez une clause en disant si je ne suis pas payé, je suspends la mission. Vous n'êtes pas payé, vous voulez suspendre la mission, courrier recommandé au client en lui disant monsieur le client, je ne suis pas payé, j'arrête ma mission. Et là, au moins, vous êtes couvert. Vous êtes couvert, vous n'allez pas faire les payes, vous avez arrêté la mission. Mais il y a une différence entre arrêter la mission et nuire au client. Moi, votre réponse que vous avez faite tout à l'heure en disant j'ai fait le bilan 2022, on est en 2023, j'ai des notes d'honoraires qui commencent à être en souffrance.
je ne donne pas l'alias fiscal ou les états financiers aux clients, puisque c'est un travail que j'ai fait pour lequel je ne suis pas payé et pour lequel j'exerce mon droit de rétention. Et là, personne au niveau de l'ordre vous dira quoi que ce soit. Maintenant, comme vous le disiez, j'ai quand même envoyé l'alias fiscal où parfois on a des confrères qui disent « Ah, je n'ai pas envoyé parce qu'il manquait quelques éléments ». Mais on leur dit c'est une nuisance pour le client. S'il manquait des éléments et que le client ne vous les a pas donnés en temps et en heure, envoyez l'alias, et c'est une liasse provisoire. Dites au client, moi j'ai envoyé cette liasse-là, où vous dites rien, mais au moins le document est parti. Et quelque part, personne ne vous le reprochera. Après qu'il en ait besoin pour sa banque ou pour des prêts, vous lui dites, monsieur, vous me devez de l'argent. Il ne veut pas tout dire, Jean-Marie, mais je le connais. Des fois, il est énervé parce qu'il dit, il y aurait même, mais bon, c'est pas les gens dans cette salle, mais il y aurait même des experts comptables qui, parce qu'ils n'ont pas la facture de 32,50 €, on ne verrait pas le bilan. Donc, vous voyez, donc des fois, ça m'énerve beaucoup, ça. Je ne sais pas pourquoi ça l'énerve. Ça peut devenir désagréable en cas d'urgence avec le confrère. Et il est assez vieux, donc faut pas. Nous, on le connaît, hein, il ne faut pas l'énerver, en fait. Micro. Attends, il y a quelqu'un dans la salle qui parle. Il y a quelqu'un qui parle dans la salle. C'est bien qu'on ait un micro dans la salle. 2 mots. Je télétransmets l'alias fiscal. Je lui donne les informations dont il a besoin pour remplir sa déclaration 2042, parce qu'il y aurait une nuisance. Mais et si d'aventure, confrère, je suis en train de me dire que là, il y avait un trou au milieu, on va mettre une chaise et vous allez venir nous. Moi, je suis là pour m'instruire. Non, je trouve que vous avez des bonnes réactions. Je trouve que vous avez des bonnes réactions, c'est très bien. Dans ce domaine. Bon. Et s'il a un contrôle fiscal, j'envoie les FEC. Ça peut le nuire vis-à-vis du fisc. Après, enfin bon, voilà. Je ne veux pas que ce soit un mauvais citoyen vis-à-vis du fisc de mon fait. Alors, voilà. confrère, j'ai un truc intéressant pour vous. Là, c'est l'examen, attention. Non, là, vous allez être noté. Hein. Donc, la question d'une consoeur, j'ai fait signer une lettre de mission pour une prestation sociale, bulletin de paye, que je sous-traite d'ailleurs. Pendant 1 an, la cliente ne m'a jamais payé. Comment aurais-je pu éviter cette situation aberrante? Alors qu'elle a payé la sous-traitance. De toute façon, elle est obligée de payer le sous-traitant. Voilà, la sous-traitance. Donc, non, j'ai envie de dire, j'espère que c'est une jeune consoeur et que effectivement, mais franchement, attendre 1 an, je vais vous donner une règle et je l'ai redit il n'y a pas très longtemps à une collaboratrice, vous apercevez que quand vous êtes trop gentil, alors j'aurais pu dire quand vous êtes trop con, mais je ne peux pas dire. Non, mais je pensais pas à toi. Donc, non, mais j'ai envie de dire, quand vous êtes trop gentil, être gentil, je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil, mais honnêtement, 1 an, 1 an sans être payé et en bossant, il y a un moment, il faut arrêter. Hein. Si vous n'arrêtez pas, après, voilà. Donc, je dis à la consoeur, vous auriez dû arrêter avant. Mais comme je ne la connais pas, voilà. Bon, elle va m'en vouloir, mais comme je n'ai pas donné son nom, micro. Alors, madame, vous dites quoi? Je vais répéter votre question. Ouais, répète. Allez-y. Oui, mais alors, notre consoeur nous dit peut-être que cette consoeur avait souscrit un contrat d'1 an avec le sous-traitant, mais ça n'empêche que c'est elle qui facturait son client et qu'on n'attend pas 1 an. On n'attend pas 1 an. Ou alors vous avez pris des accords avec un client qui est une start-up qui vous a dit je ne vous paye pas pendant 1 an et puis vous allez voir, je vous paierai après. Mais ça, dans ce cas-là, ça fait partie des accords. Et dans ce cas-là, c'est peut-être dans la… Encore une fois, on revient à la lettre de mission. Ouais. Question pour Ivana. Est-ce que le droit de rétention comprend le FEC? Merci. Oui, ça le comprend, sauf situation, et on le voit dans les limites à ce droit de rétention, c'est si ça va mettre dans une difficulté particulière, aggraver la situation d'un client, comme on en parlait tout à l'heure pour la procédure dérogatoire, s'il y a un contrôle fiscal, URSSAF, une procédure collective en cours. Là, le droit de rétention, il ne pourra pas s'appliquer parce qu'à part aggraver la situation du client, on ne ferait pas grand-chose. Mais effectivement, le FEC fait partie entièrement du droit de rétention. Et donc, pour poursuivre peut-être un petit peu sur ce droit de rétention, la question est de savoir quels sont les risques qui effectueraient un droit de rétention abusif.
La sanction principale, ça serait d'engager votre responsabilité civile professionnelle. Et sur un second plan, on va également avoir des sanctions civiles, pénales ou disciplinaires. Pour avoir eu l'expérience en chambre de discipline, on a eu des experts comptables audiencés disciplinairement parce qu'ils avaient effectué un droit de rétention abusif. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Et de la même façon, au niveau civil, la Cour de casse a déjà condamné à 3 000 € de dommages et intérêts l'expert comptable qui exerçait un droit de rétention abusif. Donc, c'est une faculté pour l'expert comptable, mais vérifiez toujours de respecter les 6 conditions qu'on a énumérées. Je sais que ça peut paraître très régalien, très réglementaire, mais c'est élémentaire pour qu'on ne vous le reproche pas par la suite d'avoir exercé votre droit. Et dernier point donc sur ce droit de rétention, au-delà donc des 6 critères qu'on a vus précédemment, il y a un autre critère à prendre en considération qui est peut-être plus subjectif, mais c'est tenir compte de la situation du client. Il faut bien distinguer les cas de mauvaise foi où le client va juste fermer les yeux sur vos factures de manière totalement volontaire, celle de réelles difficultés économiques qu'il pourrait rencontrer, donc encore une fois, contrôle fiscal, URSSAF. Si ces documents-là, ils sont indispensables pour permettre au client d'améliorer sa situation économique et obtenir des aides financières, vous devez remettre la documentation comptable. Donc, c'est-à-dire que quand bien même vos 6 conditions du droit de rétention sont appliquées, si vous mettez en péril le client, on peut quand même engager votre responsabilité civile professionnelle. Donc, c'est vraiment très encadré. Mais Ivana, alors j'invente des questions en fait maintenant. J'ai plus de questions, alors je les invente. Ivana, oui, mais moi... Oui, mais le client s'était engagé pour 5 ans chez moi. Hein. Et puis, moi, dans mon contrat, j'ai prévu 1 an d'honoraires d'indemnité de résiliation anticipée parce qu'il n'a pas respecté. Donc, est-ce que je peux faire le droit de rétention sur mon indemnité de résiliation? Alors déjà, une indemnité de résiliation qui correspond à 1 an d'honoraires, c'est quelque peu gourmand. On le verra après. mais non, quand bien même on a un engagement sur 5 ans et qu'il y a des difficultés à régler les honoraires, si on est vraiment dans ces cas-là de difficultés de premier degré, il faut remettre cette documentation-là. Le truc super important, c'est de dire vous ne pouvez pas faire le droit de rétention sur l'indemnité de résiliation on le verra après, parce que c'est pas la on le verra après, bien sûr, mais j'accélère parce qu'il paraît qu'on est en retard, mais ce n'est pas la contrepartie de votre travail. Donc, le droit de rétention, c'est la contrepartie de votre travail. L'indemnité de résiliation, c'est pas... Donc, pensez-y parce que beaucoup de confrères ne savent pas aussi. Ils font du droit de rétention, ils sont payés des honoraires, mais évidemment, ils ne sont pas contents. Hein. Et puis, le gars est parti, et puis avec tout ce que j'ai fait pour lui, ah ouais, mais 25%, pas cher. Un trimestre d'honoraire. Ah bah, je mets un trimestre d'honoraire, il ne m'a pas payé le trimestre. Ah bah oui, mais vous ne pouvez pas faire le droit de rétention sur les 25%. Voilà, donc faites très attention à ça. Et c'est dans telle situation, du coup, qu'il faut nous saisir pour la procédure de conciliation, litige économique relatif à l'indemnité de rupture qu'on va essayer de régler. Mais c'est votre seule possibilité avant de saisir la justice si la conciliation est un échec. En fait, le réflexe, c'est surtout quand on parle du droit de rétention, c'est de respecter les conditions qu'on vous a énumérées. Si le droit de rétention fonctionne et débloque les honoraires, le paiement des honoraires, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à justement proposer la conciliation. N'attendez pas plusieurs mois. Proposez au client de nous saisir directement. Donc, ça permettait le rebond. C'était volontaire de notre part de faire suivre la procédure dérogatoire au droit de rétention parce que c'est quand même le cas qui se présente le plus pour cette procédure. Mais je laisse peut-être Jean-Marie. Jean-Marie, explique-nous comment ça marche, la procédure dérogatoire. Alors, la procédure dérogatoire, c'est toujours de l'urgence. Donc, un client arrive à l'ordre en disant j'ai un contrôle fiscal, j'ai un contrôle URSSAF. On me demande les faits, qu'on me demande la comptabilité. Mon expert comptable ne me l'a pas donné. Encore dernièrement, on est en 2024, les procédures d'urgence que l'on a eues, le client n'avait pas son FEC 2022 parce que l'expert comptable disait « moi, je n'ai pas été payé, donc je ne fais aucune intervention puisque j'ai les FEC. Et tant que les FEC, tant que je ne les ai pas donnés et tant que je n'ai pas télédéclaré, de toute façon, je le bloque. Et comme je le bloque, il finira par me payer. » C'est la très mauvaise solution. Alors effectivement, dans ces cas-là, en procédure d'urgence, on appelle l'expert comptable, on appelle d'abord le client pour qu'il nous explique bien qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il n'a pas payé. Après, on appelle le confrère. Donc, on a souvent, dans ces cas-là, affaire à des confrères un peu désinvoltes, je dois le dire. Et ça,
Moi, personnellement, Jean-Marie, tu veux qu'on ait des ennuis ou quoi? personnellement, ça a tendance à m'énerver parce que je pense qu'à 99%, tous les confrères sont de bonne foi et qu'un client avec qui ça ne va pas, on n'a qu'une seule envie, c'est de régler le problème et puis qu'il prenne ces éléments et qu'il aille voir ailleurs. Mais malheureusement, on tombe sur des confrères qui bloquent des dossiers, voire même qui ne nous répondent pas à nous. Donc, on en a eu. On en a eu. On a dû faire appel à la présidente pour que la présidente les convoque. Donc, c'est pas normal. Alors, on intervient pourquoi? Pour essayer de débloquer les situations. Donc, on dit aux confrères, bah, écoutez, on est en 2024, on parle d'un FEC 2022, vous êtes gentils, donnez-le. Vous auriez dû faire quelque chose pour régler la situation au lieu de la laisser pourrir. Mais après, on dit aux confrères, si vraiment il y a un problème d'honoraires qui est dû, on va régler le problème d'urgence, mais on ne laisse pas tomber votre dossier. Votre dossier, on va le mettre en conciliation, on va appeler le client, on va vous appeler, puis on va essayer de trouver des solutions. Et 9 fois sur 10, on en trouve des solutions. Hein, Oui, Michel? puis on devrait dire aussi aux confrères, franchement, je crois qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps, un confrère qui fait un horaire, qui a 1000 € de litige avec un client et qui bloque tout et qui perd du temps parce qu'il faut qu'il vienne à l'ordre, etc. Franchement, Jean-Marie, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire, allez, où je fais le cadeau? En fait, ce que vous compreniez, c'est que c'est une question de principe. Hein. Ah non, non, mais là, ce n'est pas le problème des honoraires, c'est un problème de principe. Voilà. Les principes, c'est bien. Il paraît que les cimetières sont pleins de gens qui avaient des principes, mais bon, voilà. Est-ce que c'est vraiment fondamental? Réfléchissez quand même avant de bloquer un dossier. Réfléchissez de savoir est-ce que c'est vraiment si important, si significatif. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens où on peut avoir des soucis. Jean-Marie, je ne sais pas pourquoi il a toujours des cas un peu tordus, Jean-Marie. On me donne les cas tordus. Tu les attires ou quoi, non? Non, on me les donne, je crois. Je ne sais pas qui, mais on me les donne. Peut-être parce que tu es un peu tordu comme ça, non? Et donc, Jean-Marie, un jour, voilà, il reçoit un confrère qui est facturé, je vais dire une bêtise, je dis ça à la hache, mais genre 1000 € par an, et puis qui avait jamais. Et puis, quand le client s'en va, d'un coup, il facture 10 années d'honoraires en retard parce qu'il estime que sa mission, elle n'était pas à 1000 €, mais elle était, je ne sais pas, 5 ou 10 000 €. Il facture 10 années d'honoraires en retard. Alors, je crois qu'avec la prescription, il s'était quand même limité à 5. C'est bien. Non, mais c'est pour vous dire, voilà, ça c'est pareil. On voit bien que, alors, soit vous facturez tous les ans, mais bon, vous pensez que devant un juge, vous allez arriver en disant ah ouais, non, mais là, il me doit 5 années d'honoraires parce que j'ai facturé un tout petit peu au départ, mais il me doit beaucoup d'argent quand même. Hein. Et à un moment, ça va être compliqué quand même. Donc voilà, on est dans toute chose, il faut essayer d'être raisonnable et voilà, c'est le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner aujourd'hui. À part la lettre de mission, puisqu'on vous a dit que la lettre de mission, c'est fondamental. Mais après, voilà, restons dans le raisonnable. Et puis, le client, il veut partir, il part et basta. Chacun vit sa vie et vous vivrez mieux sans un client qui est un emmerdeur. Hein. Excusez-moi, mais… On passe maintenant, on a parlé donc de la procédure d'urgence. On essaye de vous détailler, mais donc rapidement oui. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 3 grandes catégories de gestion des litiges. Donc, Ivana va nous parler de la commission respect des devoirs professionnels. C'est ça. Donc, pour tous les manquements déontologiques pour lesquels nous, on ne relèverait pas de critères d'urgence, ils vont donc passer en commission respect des devoirs professionnels. L'objectif étant de favoriser un accord amiable entre les parties, bien plus rapide, bien moins coûteux que la justice classique. Donc, comment ça se passe? Le client ou l'expert comptable nous saisit d'un litige. On va d'abord essayer de rétablir la communication entre les deux parties parce que très souvent, comme le disaient Jean-Marie et Michel, il y a vraiment une considération humaine dans les échanges entre experts comptables et clients. Et auquel cas, parfois, en rétablissant un peu de communication avec un interlocuteur neutre, ça peut régler les litiges rapidement. Si tel n'est pas le cas, les parties vont passer donc en commission respect des devoirs professionnels. Ils vont prendre des engagements que nous, on va suivre avec détail pour être sûr que tout rentre dans l'ordre. Si tel n'est pas le cas, il peut potentiellement y avoir des sanctions pour l'expert comptable qui se serait engagé en commission qui ne respecterait pas ses engagements, tels qu'une convocation devant la présidente de l'ordre, un contrôle ponctuel, un renvoi en chambre régionale de discipline. Et en sachant également que même le jour de la commission, si on constate qu'il y a une gestion cliente qui est
difficiles, particulières, le nombre d'experts comptables par client qui est assez douteux, le vice-président ou le président de la commission peut décider de facto, juste au vu de la situation, de donner un certain nombre de sanctions via cet expert comptable. Nos conseils, alors juste toujours on essaye d'être dans le pratico-pratique. Notre premier conseil, c'est quand l'ordre vous écrit, soyez gentil de répondre. Je sais que vous êtes tous débordés, etc. Ça peut surprendre dans la salle, mais je vous assure qu'on a un certain nombre de confrères. Ah, évidemment, hein, c'est les bilans, donc ils ne vont pas répondre à l'ordre, c'est les bilans, je comprends. Hein. Puis après, c'est, je sais pas quoi, c'est l'impôt sur le revenu. Bah, non. Puis après, c'est les commissariats aux comptes. Bah, oui, quand même. Puis après, c'est les vacances. Hein. Donc, bah, non, pas, puis après, c'est le congrès de l'ordre. Hein. Je suis un peu débordé là. Voilà. Donc, si la fenêtre de tir, c'est que vous répondiez un mois par an à l'ordre, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que en fait, vous vous mettez quelque part, vous vous mettez en infraction. Et puis, vous énervez les gens. Donc, et si on vous convoque, alors sachez que c'est dans les deux sens. Hein. On se sert beaucoup aussi des litiges. En fait, on arrive grâce aux litiges, et c'est pareil, je le dis pour si on a des gens qui nous écoutent et qui peuvent avoir des difficultés, l'ordre, il n'est pas là que pour faire ou de la prévention ou de la répression. C'est-à-dire que l'ordre, il est là aussi pour vous aider. On a une cellule qui s'appelle Assistance Confrères. On a même des confrères qu'on a spécialisés, qui sont capables d'aller se déplacer dans des cabinets, etc. Donc, très souvent, nous, imaginez quand on a Jean-Marie, on n'a jamais eu de litige avec Jean-Marie, mais bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne comprends pas, parce que vous voyez, il a dû engueuler le client est parti. Voilà. Non, je suis trop bon, j'ai toujours été trop bon, Voilà, c'est pour ça. Non, mais imaginons, voilà, on a un confrère qui a un litige tous les 10 ans. C'est rien, quoi. C'est pas, je parle à un cabinet à taille humaine, etc. Un litige tous les 10 ans, j'ai presque envie de dire, c'est normal, c'est rien. Le problème, c'est qu'on a un confrère dans la même année, on se retrouve avec 10, 15, 20 litiges dans la même année. Donc là, très souvent, vous savez, il y a pas de suspense. Hein. On a de temps en temps des confrères, je pense que vous allez tous comprendre, mais ça fait aussi partie de vos engagements déontologiques. Mais on a des confrères qui ont des problèmes de recrutement, il paraît. Incroyable, hein. Je vois, c'est exceptionnel, mais on a des confrères qui ont des problèmes de recrutement, mais ils prennent des dossiers où ils ont pris trop de dossiers. Enfin, je sais pas, voilà, oui, vous avez beaucoup de dossiers et vous n'arrivez pas à les traiter. Donc, je dis ça. Oui, mais donc faisons attention aux dossiers qu'on prend, faisons attention au montant des honoraires qu'on prend, parce que c'est bien de prendre des dossiers. Mais si on prend beaucoup de dossiers, qu'on n'a pas les personnes en face pour les traiter, on prend beaucoup de dossiers avec des honoraires ridicules, ah ouais, mais je suis obligé de faire ça parce que les autres font ça. Non, on n'est jamais obligé de faire les choses. Enfin, en tout cas, c'est mon avis perso. Voilà, donc faites attention à ça. Et donc, ça nous sert à nous. Alors ça, c'est un premier cas. Il y a des cas plus embêtants. On a des confrères aussi qui sont en burn-out. On a des confrères qui sont malades. Donc, le premier réflexe, c'est de ne faut pas rester dans votre coin. Quand vous avez un souci, un problème, etc., on va dire l'ordre est là aussi pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous dire, oui, on vous écrit, n'hésitez pas à nous dire, oui, j'ai des gros problèmes en ce moment, etc., et on essaiera de vous aider. C'est super important aussi. Voilà, ça nous sert aussi à ça. Je vais revenir sur les questions. Alors, donc je confirme que la consoeur qui nous a posé la question sur les honoraires d'1 an, elle me dit « Je débute, merci pour votre retour ». Donc, vous voyez, donc, comme quoi, il n'y a pas de surprise. Donc, à nos confrères débutants, n'attendez pas 1 an pour vous faire payer. 1 an, c'est trop tard, vous êtes trop gentil. Alors, je vous dis ça d'expérience. Je sais pas, l'autre fois, j'aime bien illustrer le propos. J'ai une cliente qui, tous les mois, me demandait quasiment de décaler le prélèvement. Donc, 1 fois, ça va, 2 fois, ça va. La 3e fois, elle m'a un prélèvement que j'avais déjà décalé, elle m'a demandé encore de le décaler. Et là, j'ai envoyé un mail en disant, non, on ne va pas décaler. Et elle m'a appelé, elle était étonnée. Elle était étonnée que j'ai… Et je lui ai dit, non, ouais, mais à un moment, stop. Moi, je veux bien machin aider, mais je suis pas banquier, je ne suis pas là. Oh mince, c'est la chef qui arrive. Je ne suis pas là pour le… Si on peut lui mettre une chaise au milieu. Je suis pas là pour faire votre banquier. Et donc, en fait, vous savez, la conclusion de ça, c'est que 1, la personne, elle est toujours cliente, et 2, je n'ai plus aucune demande de report de prélèvement. Ça veut dire qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre de plus gentil que moi, entre guillemets. Hein, gentil, vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai dit. Donc, elle a trouvé quelqu'un d'autre de plus gentil que moi pour décaler ses échéances. Donc,
vous voyez, peut-être que la conclusion, c'est qu'il ne faut pas être toujours trop gentil. Voilà. On va continuer. On continue les slides. Non, 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 on est bien là. Bon, les délais. Ah oui, alors on voulait. Enfin, on peut parler des délais, mais voilà, en gros, sachez que voilà, mais là, c'est la faute de la dame qui est à ma droite là. Elle veut toujours qu'on aille plus vite, plus loin, plus haut. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être l'histoire des Jeux Olympiques qui arrive. Et donc, elle veut absolument qu'on traite de plus en plus vite les problèmes. Et comme nous, on est un peu bêtes, on fait ça. Alors, on essaye d'aller de plus en plus vite. Et donc, on remercie nos permanents parce qu'on les embête beaucoup, on les sollicite beaucoup. Et donc, voilà. Donc, sachez qu'en gros, notre objectif aujourd'hui, en dehors de la procédure dérogatoire, vous avez compris que la procédure dérogatoire, c'est une procédure où on essaye de traiter les problèmes sous 2-3 jours. Mais en dehors de la procédure dérogatoire, on essaye de tenir un délai aujourd'hui d'une trentaine de jours. Trentaine de jours entre le moment où on est saisi et le moment où on résout le litige, je pense que c'est pas mal. Et si tous les ordres faisaient comme nous, je parle tous les ordres de tous les métiers, finalement, ce serait bien. Donc, la chef, elle a raison. Bravo, chef. Oh, bonjour à tous, je suis désolée, j'ai eu un petit impondérable, dont j'aurais adoré être là dès le début. Ça m'aurait permis de surveiller peut-être les quelques bêtises qui ont pu être dites, mais bon, bah tant pis. Non, Oui, nous, jamais. Oui, vous. Non, moi, Oui, et Jean-Marie, c'est bien. oui, vous. Peut-être que Donc, Sophia, il va bêtises, mais donc, nous, on a été très sérieux. il est vrai que pour l'image de la profession, parce que je pense que vous l'avez dit, en fait, 80% des litiges sont 90, t'as dit? Ouais, bon, t'as dit une bêtise. Alors, 80% des litiges, il y a 2 ans, c'était 80. Bon, bref, sont déclenchés par les clients. Donc, je trouve important en termes d'image que nous répondons rapidement aux clients et il est important que les experts comptables qui sont malmenés ou qui sont un peu chahutés répondre aussi rapidement à la commission parce que après en termes d'image on est mal. Donc un client qui se plaint, on reçoit le dossier, on contacte l'expert comptable. Parfois, les experts comptables ne sont pas très, très pressés de répondre, ce que je comprends vraiment parfaitement parce que c'est jamais agréable. Il y a de l'affect, etc. Et oui, alors ça, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est pour ça qu'on vous rend un vrai service. C'est-à-dire que moi, pendant des années, je n'étais pas élu à l'ordre il y a assez longtemps, etc. À l'ordre, ah ouais, mais la conciliation, l'arbitrage, ouais, ils me casse les pieds à l'ordre, franchement. Mais je le dis assez souvent, c'est des excellentes procédures. Et pourquoi c'est des excellentes procédures? Parce que la personne que vous avez en face de vous, déjà, elle connaît pas, enfin, elle n'est pas dans l'affect. Donc, le professionnel qui est en face de vous, il n'est pas dans l'affect. Et la deuxième chose, c'est qu'il connaît votre métier. C'est-à-dire que le conciliateur ou l'arbitre qu'on met en face de vous pour gérer le litige, il connaît votre métier. Allez devant un juge au commerce, même si c'est un ancien chef d'entreprise à la retraite, machin truc, il ne connaît pas votre métier ou peut-être que même il a été emmerdé un jour par un expert comptable qui a été méchant et qui lui a fait un droit de rétention. Peut-être. Et là, vous êtes mal. Et là, vous êtes mal. Donc, comprenez bien que il vaut mieux passer par les procédures de l'ordre que d'aller au tribunal. De toute façon, on dit assez souvent aussi, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Parce que le bon procès, en général, à qui est-ce qu'il enrichit? Les avocats. Donc, voilà, on voit pourquoi il a beaucoup de regrets de ne pas avoir été avocat, bien qu'il soit docteur en droit. Voilà. Si tu veux parler, il faut parler dans le micro, sinon personne ne t'entend. Ok, voilà, c'est ça que je voulais dire. On va peut-être, Virginie, on va continuer parce que. Bien sûr. Donc, on va parler, c'est des cas qui vont évidemment, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte, il n'y avait plus de problème, mais il semblerait qu'on est en train de revenir au niveau de 2019 pour les procédures collectives. Donc, qui gère? C'est toi, Ivana? Droit de rétention. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire du droit de rétention? Parce que voilà, le client, ça fait 1 an qu'il ne m'a pas payé, puis il a déposé le bilan, mais moi, je ne veux rien donner, au liquidateur, ou à l'administrateur. Ça se comprend. Comme on disait tout à l'heure, déjà, si ça fait 1 an que les honoraires sont en souffrance, il aurait fallu réagir avant. Et en tout état de cause, le jour où un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire vient vous réclamer la documentation comptable d'un client qui est en procédure collective, sur présentation évidemment du jugement d'ouverture, pour s'en assurer tout de même, il faut remettre cette documentation comptable-là. Quand même, il y aurait des honoraires en souffrance.
Si les honoraires en souffrance sont assez récents, il n'y a pas de question à se poser, il faut les rendre. Si ça fait un certain nombre de mois, voire années, comme on a pu le lire, que les honoraires sont en souffrance, il faut aussi considérer qu'il aurait fallu faire des mises en demeure, suspendre sa mission, la dénoncer, etc. Et que c'est un peu de la faute de l'expert comptable d'avoir attendu autant de mois, voire années, de ne pas avoir eu le règlement de ses honoraires. On va passer sur... Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne au droit de rétention parce que là, vous avez pris vraiment un cas particulier qui est celui de l'état de cessation des Si, paiements. Virginie, on en a parlé avant. Mais... Ah bon, bah alors, mais au moins, on On me a dit fait le rien. tour du droit de Mais comment rétention. Non, mais, comment vous êtes non, pas mais sympa? on va. Non, On mais va parce que, non, mais parce que ça, c'est un Non, vrai mais je souci. blague. Et Bien souvent, sûr, en tant bien que sûr. président. Non, mais Allez, c'est vrai dis-nous qu'en- ce qui est en tant que- important. Non, mais mais en- exprime-toi. Dis-nous ce qui est important. Ah là là, on est chez le psy, là, c'est ça? Souvent, l'expert comptable, pour se venger, ou parce qu'il est atteint dans Clair. son amour-propre, Exactement. fait un droit de rétention qui est un peu mal à propos et ça envenime tout. Et donc, il est très compliqué. Et là, je vous parle qu'une dimension, et c'est pour ça que vous me faites rire avec votre histoire de psy, c'est une question de psychologie. En fait, pour trouver un terrain d'entente, il est important à un moment donné de lâcher un petit peu et le droit de rétention est compliqué, surtout quand on détient les FEC. Je suis souvent sollicitée en tant que présidente de l'ordre dans des cas, je trouve encore plus dramatiques, c'est-à-dire que l'expert comptable n'a pas délivré le FEC. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas terminé le bilan et le bilan est payé. Et là, je suis contactée donc par des clients qui me disent j'ai tout réglé et j'attends toujours mon bilan, on va dire genre 2022. J'ai tout réglé et j'attends mon bilan. 2022, au mieux 2023. Et là, c'est compliqué. Et pourquoi? Parce que c'est pas que le confrère ne veut pas, c'est qu'il a des difficultés, que c'est compliqué pour lui. Il peut être malade, il peut lui être arrivé des choses et c'est pas qu'il veut pas le faire, c'est qu'il n'a pas pu le faire. On a une commission de solidarité ici. Je sais pas si vous l'avez dit, un comité solidaire où il y a on vous propose, c'est un système qu'on avait mis en place pendant le Covid, où on peut vous proposer et on prend en charge les 40 premières heures d'un expert comptable pour dénouer certaines situations. Et parfois, des situations se dénouent très rapidement. Ça, je ne l'ai pas dit, donc c'est bien que tu le dises 40 heures. Voilà. Ces situations se dénouent très rapidement et parfois, quand ces consoeurs ou confrères sont particulièrement en difficulté, des faux sujets. Il manque 3 000 € de carte bleue, le client me répond pas si, ou il m'a pas donné telle pièce, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, le client ne les donne pas, vous les mettez dans un compte d'attente, vous les mettez où vous voulez, ou en FNP, et on arrête, vous l'arrêtez mal le truc, mais vous l'arrêtez, et comme ça, on stoppe le litige, vous donnez un FEC avec un compte d'attente, et c'est fini. Vous l'avez. Le confrère, ouais, c'est ce qu'il a dit, le Voilà. papy, là, c'est ce qu'il a dit. Oui, je disais exactement la même chose que toi. Il ne faut pas bloquer les gens, il ne faut pas bloquer les choses. On ne peut pas bloquer parce qu'il y a des éléments en attente. Vous les mettez en attente, vous faites un courrier en disant « moi j'ai mis ça en attente, vous ne m'avez pas donné les éléments », mais au moins on continue, on ne bloque pas la situation. 19h23, je suis gardien du temps, donc on va enchaîner sur le side, la reprise des dossiers. Juste petit rappel sur devoir de confraternité, simplement, en litige, le client ne doit jamais être pris à témoin lorsque vous avez un litige avec un autre confrère. On reçoit également plusieurs cas où on a le nouvel expert comptable qui reprend un dossier, qui remplit directement, enfin qui nous saisit directement pour un client qui a un litige avec un ancien expert comptable. Là encore, on est dans un cas où on ne respecte pas le devoir de confraternité. Et ce devoir de confraternité est relié donc sur ce qu'on appelle la reprise de dossier et l'entrée en fonction. Donc l'idée, c'est qu'il est possible d'entrer en fonction qu'après information d'expert comptable sortant, donc via un courrier déontologique de reprise. Et pour l'ancien expert comptable, l'idée, c'est de remettre les documents donc, en main propre
contre une décharge listant donc les documents. Alors, juste là-dessus, toujours de façon pratico-pratique, et parce que ça ne se sait pas et on apprend tous les jours et à tout âge, hein, confrère, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. En fait, la pratique professionnelle fait que, bon, je parle là de quand ça se passe bien, hein, la pratique professionnelle fait que vous êtes contacté par le confrère, le nouveau confrère, vous n'avez pas de problème, bon, un peu la gueule, mais vous n'avez pas de problème, le client vous a payé, vous avez fait le travail, et en fait, vous envoyez tout, les fakes, les machins, les trucs par mail au nouveau confrère, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais que ça peut paraître bête, ça surprend, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous êtes tenu au secret professionnel, y compris vis-à-vis du confrère, et même si, et vous ne pouvez pas être relevé de ce secret professionnel, même si c'est le client qui vous dit « Ah, je vous autorise à tout envoyer à mon nouvel expert comptable ». Non, vous devez envoyer les documents. C'est pour ça que je dis, je sais bien que ça ne se sait pas, et vous devez envoyer les documents au client qui devra les faire suivre au confrère. Voilà, sachez, voilà. Je dis ça parce que je peux dire que moi, je ne l'ai pas fait, parce qu'évidemment, je suis un homme parfait et un confrère parfait. Mais pourquoi tu rigoles, Virginie? Moi, j'ai rien dit, j'ai Ah, peur. oui, mais tu as rigolé. Si, je t'ai vu rigoler. Il faut poser les Même si le questions dans client, le donc on va micro. laisser parler, Oui, attendez, on n'a pas de micro Même pour. avec l'accord écrit signé du client, en fait, c'est interdit formellement de par le secret professionnel qui ne se partage pas d'un confrère à l'autre. Donc Exactement. le secret professionnel est absolu et le client ne peut pas vous relever du secret professionnel. Voilà. C'est juste pour savoir ça. Bon. Et bref, on ne va pas parler du secret professionnel parce qu'on en a encore pour un moment, mais slide suivant. J'avais juste des questions, oui, mais j'aime les questions, je vous en prie. J'ai juste une question, merci. C'est sur l'entrée en fonction. Donc moi, j'ai écrit à mon confrère parce que je récupère un dossier. Il ne m'a pas répondu. Donc j'ai fait ma lettre de mission. Je l'ai eu au téléphone, le confrère. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas d'honoraire en attente et qu'il me transmettrait tout. Et en fait, j'arrive là, je lui réclame le FEC, je lui réclame tout. Ça, c'est un problème qu'on a. Et là, il me dit, non, en fait, le client me doit des honoraires, ce qui, voilà, pour un montant important. Et le client me dit, je ne comprends pas parce qu'en fait, je suis prélevé. Donc, pour moi, j'ai tout payé. Et là, il me réclame des honoraires. Voilà, pour moi, qui n'était pas dû en fait. Oui, alors après, les honoraires ne sont jamais dus aux clients, etc. Donc là, c'est compliqué, on ne peut pas traiter ce cas particulier parce qu'il faut qu'on entende le client, il faut qu'on entende l'expert comptable, et c'est pour ça. Mais le cas est intéressant, non pas pour ça, le cas est intéressant parce que aussi, pareil, donc qu'est-ce que normalement fait le confrère dans ce cas-là? Il va t'envoyer une lettre disant je vous interdis d'entrer en fonction parce que je n'ai pas été payé. Oui, mais même pas avec mais même le cas classique, c'est ça en fait. Mais non, en fait, il peut pas interdire, un confrère ne peut pas interdire l'entrée en fonction. Simplement, on va dire, toi, en l'occurrence, le nouvel expert comptable doit informer la présidente de l'ordre qu'il entre en fonction. Et il doit aussi tout faire, évidemment, Ivana. Hein, c'est ce qu'elle a à dire, Ivana, c'est un réflexe chez elle. Pour avoir patte blanche, au-delà du courrier de reprise, c'est d'inciter fortement votre client à procéder à une conciliation à l'ordre. C'est vos deux seules tâches. Si après ça se passe pas bien, ça relève plus. Le confrère qui reprend le dossier doit tout faire pour comment? C'est une obligation de moyens. Passe bien, pour obliger, enfin pas pour obliger, mais pour fortement inciter le client à payer le confrère précédent. Alors, parfois, dans ces cas-là, c'est aussi dans des lettres de mission, il y a des indemnités de résiliation, de la clause pénale. De résiliation, voilà, qui disent vous me devez 1 an d'honoraires. Le client croit avoir tout payé et en fait, il se prend une facture avec 1 an d'honoraires et c'est là qu'il dit non, je ne suis pas réglé en totalité. Ah. Et on se retrouve dans ces cas-là qui sont un peu touchy. On va alors. Nouvelle question, puis-je accepter d'entrer? On l'a dit, allez, saute, oui. On l'a dit. Allez, hop. On enchaîne. Voilà. On passe au détournement de clientèle, Ivana. Dites-moi si vous voulez qu'on en dise un mot. Je résume en deux phrases. Postulat, démarchage illicite dans le cadre de l'expertise comptable, sauf à ce qu'on arrive sur de la concurrence déloyale et auquel cas, là, on aura un détournement de clientèle qui pourra être avéré et ou, si on a une clause de non-concurrence, que ce soit avec un stagiaire, un collab, un salarié, etc., toujours mettre des clauses de non-concurrence pour vous protéger
pour éviter justement ce détournement de clientèle. Et quand bien même il serait fait, votre clause de non-concurrence, ça vous permettra en justice, en 4 secondes, de démontrer que ça n'a pas été respecté. Là où s'il n'y a pas de clause, il va falloir démontrer la concurrence déloyale, qui est beaucoup plus touchy à démontrer en justice. Pour le détournement de clientèle, on va faire appel au bon sens. Si vous avez un collaborateur, un nouveau collaborateur qui vous dit j'ai 30 clients qui veulent me suivre de mon ancien cabinet, s'il vous plaît, appelez l'ancien confrère. Et s'il vous plaît, discutez avec lui. Et s'il vous plaît, faites-lui une offre de rachat. Pourquoi ou pourquoi pas, quoi qu'il en soit, un collaborateur qui arrive comme ça avec des clients, ça veut dire que dans 2-3 ans, il partira de chez vous de toute manière avec. Donc déjà, je vous propose de ne pas les accepter, ces clients-là. Et 2, si jamais vous les acceptez, vous appelez le confrère. Et vous l'informez et vous discutez avec lui. Ouais, après c'est large, je m'occupe aussi de l'exercice illégal, etc. Donc tout ça c'est large, c'est une problématique très très large. Déjà, est-ce qu'on parle, quand on est sur un détournement de clientèle, est-ce qu'on parle de 2 experts comptables, par exemple d'un expert comptable stagiaire par rapport à son ancien maître de stage, ou est-ce qu'on parle d'un salarié? Alors, je ne vais pas vous expliquer le droit social, mais déjà si on parle d'un salarié, vous êtes mal parti. Vous êtes mal parti parce que déjà, vous n'allez pas, s'il est inscrit nulle part, et en tous les cas pas inscrit à l'ordre, l'ordre ne va pas pouvoir faire grand-chose. Vous allez devoir passer par la juridiction sociale. Et la juridiction sociale, j'ai dit tout à l'heure que l'esclavage était aboli pour les clients, il semblerait qu'il soit aussi aboli pour les collaborateurs. Donc l'esclavage étant aboli pour les collaborateurs, vous pouvez éventuellement avoir une clause de protection clientèle. OK. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans beaucoup de cas? Jean-Marie ne fait que confirmer. Plus de micro. Clause de protection clientèle, mais pas payée. Ah oui, elle n'a pas été payée. Une clause de non-concurrence, si elle n'est pas payée, elle ne vaut rien. Alors après, pas payé, va te laver les pieds. Oui, voilà, c'est l'adage de Michel. Alors après, qu'un collaborateur parte, s'il part, il fait sa vie, il y a 1 ou 2 dossiers qui le suivent. Encore une fois, on part du principe que la clientèle est libre. On a le droit d'aller où on veut. La clientèle ne nous appartient pas. Maintenant, s'il y a des manœuvres d'un stagiaire qui s'installe ou qui part dans un autre cabinet et que d'un seul coup, il y a 30 de vos clients qui partent, vous voyez qu'on n'est pas dans la même logique. Donc c'est aussi, à chaque fois, ce sera une question d'appréciation. Alors, s'il y a 1 ou 2 clients qui sont pas contents du cabinet où ils étaient et qui veulent le suivre, c'est pas la même chose que s'il y a des manœuvres pour embarquer 30 clients. Et le meilleur conseil aussi de dire aux experts comptables, c'est continuer à rencontrer vos clients. Malheureusement, je crois que Virginie, c'est un de ses critères quand elle a des problèmes de couverture, d'exercice illégal, c'est le confrère qui, en dehors même de faire aucune supervision, mais de toute façon, il ne connaît pas les clients. Donc, s'il ne connaît pas les clients, il ne peut pas être surpris qu'un jour, les clients s'en aillent avec la personne avec qui le client est en contact. Il suit la personne avec qui il est en contact. Alors, pourquoi on vous parle là de couverture d'exercice illégal? Parce que là, en l'espèce, 80% des jeunes confrères s'installent ex nihilo. Souvent, ils négocient une rupture conventionnelle avec leur... Partout. Surtout à Paris, parce que quand même en province... Paris, mais beaucoup en province aussi, non? J'en discute avec mes autres copains. Oui, mais dans les grandes villes, mais ça dépend ce qu'on appelle la province. Non, même les petites villes. Ah ouais. Vraiment. D'accord. Bon, si tu parles avec d'autres présidents, on ne peut rien dire. Ce qui fait que souvent, ils négocient une rupture conventionnelle en se disant j'ai 2 ans pour développer ma clientèle. Et malheureusement, dans nos études, et ça, on y travaille, on n'a pas beaucoup de compétences ou de talents pour trouver des clients. Donc, au bout de 2 ans, c'est parfois un peu compliqué pour certains experts comptables qui se sont installés ex nihilo. Et ces experts comptables-là se retrouvent, comme par hasard, accostés par quelqu'un, un comptable, qui leur dit « Tiens, moi, j'ai 100, 200 clients, si on s'associait. Ou est-ce que tu m'embauches ?» Donc, on se retrouve dans des cabinets d'expertise comptable qui embauchent quelqu'un, un salarié qui arrive avec 100 clients,
qui ne laisse pas la place à l'expert comptable et qui ne le laisse pas faire son job parce qu'en fait, ce sont ses clients à lui. Et si l'expert comptable commence à être un peu trop regardant, ce salarié-là, il partira avec ses clients parce qu'en gros, il arrive avec ses clients, il va repartir avec ses clients. Voilà. Donc, Cet dans les expert litiges, comptable-là, s'il vient nous voir au litige en me disant c'est dégoûtant, j'ai un salarié, il m'a détourné de la clientèle, sauf que ce salarié-là, en fait, c'est pas un salarié comme un autre. En puis fait, nous, c'est un on va creuser un comptable. peu et on va s'apercevoir que en fait, les clients sont arrivés avec le salarié, entre guillemets. Donc là, c'est pas la même chose que le salarié qui part avec des clients qu'il n'avait pas amenés. Donc, il y a deux catégories de salariés. Il y a nos salariés, j'ai envie de dire à nous, normaux, experts comptables stagiaires ou autres, qui à un moment donné pourraient avoir une attitude indélicate et en partant dans un autre cabinet, se dire tiens, je vais appeler 10 clients, 20 clients avec lesquels je m'entendais bien. Il est vrai que quand nous, experts comptables, on a la relation commerciale avec le client, quand on a la relation, en général, nos collaborateurs ne partent pas avec les clients parce que le client est attaché à l'expert comptable plus qu'au collaborateur. Donc, il y a ce cas de figure-là qui est délicat, où on peut se protéger, comme on l'a dit, par une clause de non-concurrence. Et il y a un autre cas de figure qui est qu'on on salarie en fait un comptable illégal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait sa petite boîte avant en conseil pour les affaires et que, comme l'ordre, ici à Paris, on embête les illégaux depuis une vingtaine d'années et on les embête beaucoup, beaucoup. Quand ils en ont marre d'être embêtés, à ce moment-là, ils se disent, tiens, je vais aller travailler pour un expert comptable. Ils prennent un jeune expert comptable, ils ne lui laissent pas la place. Le jeune expert comptable, plein de bonne volonté, vraiment, se dit, je vais faire des lettres de mission, je vais rencontrer les clients, avec moi, il y aura des dossiers de travail, il y aura tout ça, et vraiment, je vais faire le job. Et cet expert comptable-là, au bout de 2-3 ans, ou 1 an et demi, il se rend compte que finalement, on ne le laisse pas rencontrer le client. Les lettres de mission, parfois, c'est l'autre qui les signe dans mon dos en imitant ma signature. Enfin, on les a tous ces cas-là. Et là, après, ce salarié-là, il part, mais en fait, c'était ses clients. Et bêtement, il part avec ses clients, voir un autre jeune expert comptable, et il passe comme ça d'expert comptable en expert comptable. Là, c'est compliqué. Virginie, merci. Parce que, et en fait, je voulais prendre un autre exemple, un dernier exemple sur une dernière procédure, c'est l'arbitrage. Et je voulais que c'est juste le dernier conseil du jour et après on arrête. On vous laisse rentrer chez vous tranquillement. Donc là, on est sur, imaginez, vous êtes jeune expert comptable ou vieux expert comptable, après tout, hein, on a le droit. Donc vous voulez racheter un cabinet et là, en fait, il y a une clause dite compromissoire dans le traité. Et en fait, Jean-Marie va nous expliquer que il est arbitre, parce qu'en fait, on a besoin de juristes émérites. Donc, bon, il m'a dit, moi, j'ai du mérite. Je dis, bon, s'il a du mérite, je vais le prendre comme juriste émérite. Et donc, il est arbitre et il va nous raconter, Jean-Marie, c'est quoi parce que moi, ça m'a impressionné, c'est quoi un audit confraternel? Faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est qu'un audit confraternel. Il paraît que ça pose des problèmes dans les litiges après. Non, mais souvent, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pour un cabinet offert sur le marché d'un expert comptable qui veut partir, il va y avoir 10 experts comptables qui vont vouloir ce cabinet. Donc, comme le déséquilibre est en faveur des vendeurs, souvent le vendeur a tendance à pas tout montrer ou à pas montrer l'ensemble à l'acheteur. Et donc, on part souvent on dit il y a eu un audit confraternel. Alors, l'audit confraternel, ça veut dire qu'on n'a rien regardé. Et après, donc, on a signé, donc dans la session, on a signé qu'on a audité, etc. Et lorsqu'il y a des litiges derrière, en tant qu'arbitre, nous, on regarde. Et à l'intérieur du document, si c'est marqué que l'acheteur a audité les comptes avant d'acheter, même s'il a fait un audit confraternel, ça veut dire qu'il n'a rien regardé, ils ont été bouffés ensemble et puis ils se sont tapés dans la main, on a du mal. Donc, encore une fois, là aussi, il faut regarder les choses, il faut aller au fond. Et moi, j'ai tendance à dire, même s'il y a un déséquilibre qui est en faveur des vendeurs, il vaut mieux ne
pas acheter quelque chose que d'acheter quelque chose Mal que vous allez acheté. payer et qui risque de disparaître parce que vous avez mal acheté. Et si on fait le parallèle avec ce qu'a dit avant, imaginez que en fait c'était un cabinet dans lequel il y avait entre guillemets un salarié qui était donc un salarié illégal. Le confrère précédent avait, enfin, il avait acheté ça, il le vend, il vous le vend. Vous achetez un cabinet dans lequel il y a un illégal, mais vous n'avez pas fait d'audit, vous n'êtes même pas rendu compte que en fait les clients n'étaient pas tenus par le, enfin, ils n'étaient pas tenus au sens moral par l'expert comptable, mais sont tenus par le non-membre de l'ordre. Et là, on vous parle de choses réelles, c'est-à-dire que on a des cas où, imaginons que le salarié parte, il part avec les 50% des meilleurs clients, comme par hasard. On a le confrère, il a lui les 90% d'emprunt. C'est assez rare que les banques acceptent de passer de 90 à 50% juste parce qu'il y a un salarié qui est parti. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que vous n'avez plus de chiffre d'affaires, mais vous avez toujours le crédit. Et on a des confrères qui se retrouvent dans des situations très, très difficiles. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que Virginie va nous parler maintenant. Imaginons que vous êtes un jeune expert comptable, comme vous a dit Jean-Marie, plutôt que de racheter dans des conditions très difficiles, il vaut peut-être mieux commencer par faire bye bye ou Bibuzi. Non, mais vraiment, faites un audit. Alors, évidemment, en tant que présidente, moi, je suis saisie que des cas compliqués ou voire un peu dramatiques. Vous rachetez un cabinet d'expertise comptable, s'il vous plaît, auditez les comptes clients. Regardez quels sont les honoraires dus, s'il vous plaît. Quand il y a des clients qui ne payent pas les honoraires depuis 2 ou 3 ans, je sais bien, et Jean-Marie a eu raison de le dire, le marché est complètement déséquilibré. Pour une offre de cabinet, on a 10 demandes. Donc, dès qu'on trouve un cabinet, on a tendance à l'acheter comme ça, limite à l'aveugle. On est tellement content d'avoir trouvé une clientèle. Mais s'il vous plaît, regardez ce que vous achetez. Et on a créé Be Bye Bye pour ça. Be Bye Bye, c'est la dernière plateforme de l'ordre. C'est une plateforme de cession de cabinet où on peut y mettre des annonces. Évidemment, il y en a très peu. Pourquoi on l'a lancé l'année dernière? On a 1500 experts comptables qui ont plus de 62 ans aujourd'hui dans notre fichier. Donc, à un moment donné, les clientèles C'est pas nous, Jean-Marie. vont se céder. À un moment donné, les clientèles vont se céder. Il existe un outil Be Bye Bye. Aujourd'hui, on a quoi? 2-3 annonces par mois. Et c'est tout. C'est vraiment pas beaucoup. Et comme on savait en l'ouvrant qu'on n'aurait pas beaucoup d'annonces, il y a plein de documentation. Il y a comment je me prépare pour acheter, comment je me prépare pour vendre, les sectorisations, des modèles de tableau Excel. On vous met c'est confidentiel de toute façon. De clauses. Alors, quand vous laissez des annonces, tout est confidentiel. Mais quand vous voulez de l'information, vous vous apprêtez à acheter un cabinet, allez voir les recommandations qu'on vous propose sur ce site. Il y a toute une checklist de choses à faire. Évidemment, un tableau de répartition de la clientèle. Bien évidemment, on demande quel est l'âge du dirigeant. Si vous achetez une clientèle avec que des dirigeants de 70 ans, le COEF, ça va pas être 1. Vous comprenez tout de suite. Donc, s'il vous plaît, je sais vraiment que dès qu'on trouve une clientèle, on est tellement content, mais ne l'achetez pas à l'aveugle. Regardez, s'il vous plaît, ce que vous achetez. Regardez la maturité numérique de la clientèle. Regardez l'âge des collaborateurs. Regardez tout. Ils peuvent être très jeunes et inexpérimentés, plus vieux. Enfin, bref. S'il vous plaît, regardez ce que vous achetez. Il y a tous les bons conseils dans Be Bye Bye. Et comme ça, nous, on est tranquille en litige, conciliation, on n'a plus rien à faire. Et c'est les vacances, et comme ça, on peut aller à l'apéro. C'est ça? Voilà. Donc là, on n'est pas loin de l'apéro. Avant l'apéro, Virginie, tu nous parles de ça? Ou Sophia? Oui, on a décidé de lancer un concours, parce que là, on a remarqué que dans la salle, vous êtes au top niveau en déontologie. J'ai le nom de tous ceux qui sont dans la salle. Donc on voit que vous êtes des top niveaux en déontologie. Donc, voilà, vous allez pouvoir tester vos compétences. N'hésitez pas à scanner le QR code. Voilà, c'est un petit concours de déontologie. Et on ne vous dit pas le cadeau, mais c'est extraordinaire comme cadeau.
On gagne un cabinet. Ah oui? Ah oui. Avec, Ah, pardon. avec un illégal dedans. En fait, vous gagnez le cabinet de Jean-Marie. Voilà. Comme ça nous avance à rien. Merci Jean-Marie, c'était sympathique. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon, bah, écoutez, de votre, merci attention. d'avoir. Désolé pour le voilà, retard. on a un Et petit puis peu voilà. débordé, mais il y avait beaucoup de choses Ouais, à il y avait dire. beaucoup de Alors, choses en à plus, dire. moi, je suis arrivée en J'ai retard. même pas eu le temps de faire toutes les. Répété, Bah oui. mais bah c'est oui. pas grave. Mais c'est pas grave. Merci On t'aime à quand vous. même, hein, chef. Merci. Merci. Donc pour cela, on est assez nombreux en présentiel. Donc hein. on va Nous, couper. Tu prendre un coupes petit pour apéro on va couper. ici. Voilà. Et puis pour vous. Donc pas de questions. Pour nous, ce sera l'apéro. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.